la dernière. Bonsoir Radio Nova, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière. En direct, en public au Théâtre L'Européen à Paris, vous êtes là l'Européen ? C'est une réponse affirmative. Nous sommes le dimanche 15 juin et c'est la fête des pères. Une pensée pour Xavier Dupont de Ligonnès, qui n'aurait pas dû peut-être agir ainsi. Il aurait eu un petit coffret brut de Fabergé. Voilà, il faut y penser avant. C'est également la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, figurez-vous. Et oui, on pense beaucoup aux auditeurs de France Inter qui vont se taper Benjamin Duhamel l'année prochaine. On n'est pas loin de l'acte de torture et de barbarie sur personnes âgées. En attendant, soyez les bienvenus chez nous, les anciens, les anciennes. Chez nous, il y a l'éternel éclat de la jeunesse, en la personne de Juliette Arnaud. Et bonjour. Ça va, Juju ? Très bien, Guillaume. Et au fait, joyeux anniversaire, Guillaume. Ah oui, oh merci. C'était hier, mais ça fait quand même plaisir. Merci beaucoup. Oh, mais vous êtes adorable. Joyeux Ah oui, là, d'accord, ça part comme ça. On avait prévu un truc. Joyeux Alors là, il y a un gâteau qui arrive sur scène, oui, avec des gens qui sortent du gâteau. Merci, vous êtes extrêmement mignons. Bon, on va la finir, la chanson, on l'a commencé, donc... Merci beaucoup. Vous êtes adorables. Il y a également avec nous la lutte contre le temps qui passe, symbolisée par cette masse capillaire qu'il arbore désormais ostensiblement. Aymeric Lomprey. Bonjour. Ça va, Aymeric ? Oui, ça va, merci. J'ai plus trop de voix, mais ça va. Oui, je vois ça. Bah, ouais. Je perds la voix à cause du boulot, le boulot. Oh là là, ouais, mais ça fait de la moula, au final. Ça fait de la moula. Ça va finir de droite, tout ça. Et celui sur qui... Belle transition. Oui, belle transition. Pierre-Emmanuel Barré, voilà, il n'y a pas mieux que toi. Il n'y a pas mieux comme transition. Ça va, Pierre-Emmanuel ? Ça va bien. Et nous rejoindrons pendant l'émission Florence Mendez, Hakim Momiri et Albert Moukébert. Allez, merci tout le monde, c'est parti pour cette nouvelle émission. On est chaud comme Emmanuel Macron au salon de la lâcheté internationale. C'est la revue de presse. Oui, c'est moi qui commence. Quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes de belles personnes, ne changez pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un peu des infos positives qui donnent le smile pour mettre un peu de fun et peu de peps dans cette revue de presse morose. Par contre, je sais pas pourquoi, mais vous allez voir, les bonnes nouvelles, ça me fait parler comme un connard. On commence avec une info, ça c'est inclusif. À partir de cet été, l'examen du code de la route sera accessible en langue des signes. Ça c'est inclusif. Mais ouais, grave, super cool les loulous. On rappelle à nos amis sourds et malentendants qu'un camion qui klaxonne parce qu'il va nous percuter, ça fait ce bruit-là. Voilà, donc on n'oublie pas les contrôles avant de déboîter, les petits copains. Moi j'ai une info. Pour Olivier Faure, le Parti Socialiste doit aller chercher la radicalité. Non, c'est bon. C'est bon. Oui, on est avec toi, mon Olivier, on est avec toi. Et si on gagne, on se couchera après minuit. Ouais, et on mangera des fraises tagada jusqu'à en crever. Moi j'ai une information, mais non, la surprise est totale. Le Sénat a rejeté la création d'un nouvel impôt sur les ultra riches. Mais non, la surprise est totale. Vous jouez hyper bien. Rendez-vous demain pour un nouveau suspense. Gérard Larcher va-t-il devenir Miss Vaucluse 2027 ? Et comment le suspense ? Il est total également, bien évidemment. Juliette. Ouais, j'ai une info. Ah, trop bien. Selon le Global Gender Gap Report, la parité homme-femme sera atteinte. Dans 123 ans. Ah oui. Mais c'est que dalle. C'est que dalle. Dans la perspective de l'histoire de la Terre, c'est rien du tout. C'est demain. Dans 123 ans, t'auras 175 ans, Juju. Oh là là, tu peux être rabat-joie, Guillaume. Puis de toute façon, t'es nul en hype et en mode. 75 ans, c'est bien connu, c'est le nouveau 35 ans, imbécile. Yes, c'est encore à moi. Encore une info pour vous faire kiffer. Je veux voir des smiles. Le comportement, c'est un muscle, vous savez. Même quand on vient de perdre ses 2 parents, il suffit de lever la commissure des lèvres et on a l'air heureux. C'est une info en Alsace, une infirmière a créé des doudous dans lesquels on peut glisser des petits coussinets qui gardent l'odeur de maman. Et ouais, c'est mignon tout plein pour nos petits bouts de chou. Mais rendons à César ce qui est à César, c'est quand même Netanyahou qui a eu l'idée en premier, puisque ça fait 1 an et demi qu'il fabrique des petits morceaux de maman qu'on peut glisser dans les doudous.
Oh. C'est à moi, j'ai l'impression. Oui, Aymeric. Moi, j'ai une info, on s'en fout, la télé, c'est de la merde. L'émission avec Macron sur France 2 a été moins regardée que la série France 3 avec Stéphane Bern. On s'en fout, la télé, c'est de la merde. Ouais, c'est vrai. Mais après, attends, si Stéphane Bern qui avait interviewé Macron, peut-être que ça aurait marché. Tu sais, ça aurait été là. Bonjour. Non, c'est pas. Si, c'est une belle Je vais le faire. Non, elle est super, cette Je vais imitation. le faire en Suisse. Bonjour. Nous voici au château de l'Élysée, où le roi va s'adresser au peuple. Attention, il lève le majeur vers le peuple. Oh, je crois que le message est clair. C'est un beau symbole. J'ai une information, c'est un scandale. Israël a attaqué l'Iran. C'est un scandale. Allez hop, fichier S, fichier S, fichier S. C'était un piège. Et en plus, ils n'ont pas attaqué l'Iran. Ils ont utilisé leur droit à se défendre, il a dit Emmanuel Macron. C'est très différent. Francis Holm, c'était pareil. Il utilisait son droit. Et Guy Georges. Et si on réfléchit bien, Bertrand Cantat, dans une certaine mesure. Non, allez, voilà, non. Ouais. Là, non. Non, D'accord. allez. Ok. Bon. Ouais, là, non. Non, non. Mais tu Ouais. voulais dire quoi? Non. Allez, sur le même thème, une info. Oh, bah c'est dommage que Quentin il fasse pas du métal. Le Hellfest va faire jouer un meurtrier homophobe, entre autres rigolos. Oh, bah, c'est dommage que Quentin il fasse pas du métal. Et les dirigeants du festival, eh ben, ils voient pas le problème selon Mediapart. Ils ont rajouté « Et un joyeux mois des fiertés chez vous, hein ?» Et puisqu'on parle de fierté, alors là, c'est maintenant la séquence, c'est la séquence phare de l'émission. Ouais. C'est une séquence qu'on aime d'amour, comme on aime Aymeric d'amour. Moi, je vais vous le dire très premier degré. Aymeric, c'est vraiment une de mes plus belles rencontres de toute ma vie. C'est quelqu'un d'adorable, sensible, charmant. Il est doux sur scène comme à la ville. Et Aymeric, j'aimerais que tout le monde t'aime autant que moi je t'aime. J'aimerais qu'on envoie de l'amour à Aymeric, s'il vous plaît, maintenant. Là, maintenant. Envoyez-lui énormément d'amour. C'est une belle personne. Aymeric. Aymeric, c'est à toi. Merci Guillaume. Les mots m'en tombent. Merci. C'est parti. Merci Guillaume de m'introduire ainsi. C'est normal. C'est normal, ça vient du cœur. Je n'ai que très... Je recommence. Je n'ai que très peu souvent été introduit de la sorte. Souvent, on me lançait « À toi de parler, le gros !» Ou alors, v'là-t-il pas que maintenant, un arancini, ça parle. Bah vas-y, Aymeric, vas-y, puisque t'as envie d'ouvrir ta grande gueule qui sent le camembert au maroilles trempé dans de l'huile de crapaud. Je n'ai que très peu souvent été introduit avec autant d'amour. Sauf quand on m'a introduit un énorme... Alors, les importantes. Non, restons vraiment sur C'est pour les gamins. importantes, oui, les enfants. Pardon Guillaume, vous Oui. m'introduisez comme un roi et je me comporte tel un gueux. Cette semaine, j'ai décidé de revenir aux fondamentaux des importantes. Car ces derniers temps, j'ai bien remarqué que je m'éloignais de ma mission de base, qui est d'informer des choses importantes. D'où le nom Arrête Moi, je c'est t'aime. déjà compliqué à... Moi, je suis avec toi, Aymeric, parce que je trouve que tu fais un travail formidable. Je recommence. Merci Guillaume de m'introduire. C'est l'autre là, Laurent Wauquiez à côté, il m'emmerde. Lequel? Non, allez. Non, allez. Et notre émission, c'est une bouffée d'oxygène. Cette semaine, j'ai décidé de... Bon, que j'ai... Bon, attends. Oh là là là. J'aurais dû mettre des numéros. Cette semaine, j'ai décidé de revenir aux fondamentaux des importantes. Car ces derniers temps, j'ai bien remarqué que je m'éloignais de ma mission de base, qui est d'informer des choses importantes. D'où le nom, importante. J'aurais pu appeler ça aussi importation. Mais ça aurait créé le flou. Il est vrai que le débit des rivières, les horaires des écluses ou les indices UV ne sont pas des choses que l'on appelle essentielles. Contrairement aux artistes qu'on est essentiels. Surtout Guillaume, Juliette, mais pas Pierre. Il n'est pas essentiel. C'est un poids qu'on traîne et qui nous empêche de nous envoler. Pas du tout attendu. J'aime bien. C'est de C'est mieux en pourquoi mieux. me coupe pas. Ouais, pardon. Il n'y a que Juliette qui est essentielle en fait. Même pas. Non. C'est pourquoi cette semaine, je vais vous informer sur ce qu'il y a peut-être de plus important après la vie, c'est la mort. Je vais donc, et ceci jusqu'à la fin de l'année, vous présenter ma rubrique nécrologique. Chaque semaine, vous serez informé sur les morts de votre région. Non. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir faire toutes les régions d'un coup. Donc, envoyez-moi mort, plus le numéro de votre département, au 0 23 20... Oh, déjà reçu un message. Ce 21e siècle nous réserve bien des surprises. Moi, C'est un bijou. Non, mais après, c'est de l'absurde. Hein, oui. C'est un univers, hein. C'est vrai que les enfants, ils sont là, je prendrai jamais de drogue, moi.
Ce 21e siècle nous réserve bien des surprises. Oui, tu l'as déjà dit, vas-y, vas-y. Bonjour, je voudrais connaître les morts de la région de Lyon. Pas facile pour commencer, car vous savez comment on surnomme Lyon? Le cimetière de l'Hexagone. Entre les suicides, les meurtres et la vieillesse, cette région est un vrai trésor pour les fans de sang-froid et de peau rigide. Là, c'est ChatGPT, là. ChatGPT. Cette semaine, non, on bosse là, Guillaume, on bosse, parce que c'est une bouffée d'oxygène, mais faut que ça respire aussi. Hein. Il est 19h. Hein, c'est vrai que c'est long. Ouais, c'est long. Cette semaine, il y a eu 23 000 décès dans ce qu'on appelle la fosse à France. 22 000 suicides, 40 accidents de la route et de chemin. Deux maladies, 460 intoxications alimentaires à cause d'un restaurant qui proposait des sorbets à l'escargot. 22 noyades. Allez, merci, Aymeric. C'était excellent. On peut applaudir Aymeric. C'était super. J'ai pas commencé. Ah, t'avais pas commencé Tu veux continuer? Ouais. Alors, continue, ouais. mais dans ta tête. Si c'est possible. Tu continues. Comme ça, je dérange personne. Exactement. Merci. Bien joué, merci. patron. Et en plus, il y a beaucoup de marques qui veulent profiter de la qualité désinfectante pour vendre leur câblotte juste après. C'est maintenant, c'est la pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, il est 18h17, l'heure d'accueillir notre invité du dimanche. Il est né au Liban, il est ingénieur agronome, docteur en écophysiologie végétale. Eh oui, Serge Zaka est avec nous, messieurs, dames. Ça va, Serge? Tout va bien? Ça va très bien, et toi? Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'ai présenté donc comme un docteur en écophysiologie végétale. Est-ce que c'est quelque chose que tu as inventé ou est-ce que c'est pour nous impressionner? Sache que ça fonctionne. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai que ça veut rien dire, écophysiologie végétale, pour les personnes qui sont présentes ici. Alors l'écophysiologie... Là, il vient de dire que vous étiez nul, attention. Hein. Mais c'est vrai, nous aussi. Non, mais l'écophysiologie végétale, c'est l'impact en fait de l'environnement sur la plante. Et dans cette écophysiologie végétale, j'ai du mal à le dire, moi aussi, c'est pour ça que je le dis pas. Il y a l'agroclimatologie, c'est l'impact du climat sur l'agriculture, c'est une sous-section. Et donc moi, je préfère me définir comme agroclimatologue puisque je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. J'ai tapé la table. Oui, il a tapé la table. Et en plus, je crois qu'il y a ton ventilateur qui fait un petit bruit. Il a tapé la table. Et en plus, tu as tapé la table. Je dis quand même parce que je suis passionné de thèmes, de sujets de thèse. Caractérisation et modélisation des réponses à la température de la luzerne et de la fétuque élevée pour des variétés d'origine contrastée. Vous avez compris quelque chose? Voilà, j'ai envie de te dire bravo. Alors, il y a un point commun que tu as avec un climatologue qu'on a reçu ici qui s'appelle Christophe Cassou, qui est un des co-auteurs, un des auteurs principaux du rapport du GIEC. C'est que tu es passionné de climat et de météo depuis que tu es gamin. Exactement. Genre, dès que tu avais dès 8 ans, tu avais des petites stations météo, tu notais, etc. etc. Exactement. Je sais pas s'il y a des enfants dans la salle. Oui. Il y a un enfant. Et puis ils sont HPI, hein, tu peux y aller. Lui, il a compris. Écophysiologie, il a compris. Quand j'avais 9 ans, je lisais des livres de thermodynamique des fluides, puisque je m'intéressais au changement climatique, au climat en général. Et il faut dire que je ne suis pas seul en France à être passionné de météorologie. Il y a la plupart des passionnés d'Infoclimat, par exemple, une association de passionnés de météorologie. Il y a des fous de brouillard, il y a des fous de neige. C'est vrai, non mais ça paraît dingue. Il y a des gens qui se tueraient pour avoir de la bruine avec 15 degrés. Moi, je suis passionné d'orage et chasseur d'orage aussi. Ça, on va en parler pendant l'émission, parce que ça, c'est un truc qui nous a intrigué, bien sûr. Juliette? Mais ça ressemble à quoi une enfance où on sait déjà à 8 ou 9 ans ce que va être notre futur? Moi, quand ma mère m'a demandé qu'est-ce que je voulais être à 9 ans, j'ai dit je voulais être agroclimatologue et chasseur d'orage. Donc ouais. Et t'as plus de nouvelles depuis. Mais ça fait quand même une enfance. Enfin, je veux dire, t'arrivais à avoir des points communs avec les autres enfants autour de toi qui avaient dans ta classe d'âge? Il est vrai que quand on me demandait d'aller au cinéma, d'aller au McDo, au kebab, vous savez, les jeunes, ce qu'on faisait, nous, à Versailles, quand on était plus jeunes, moi, je disais, non, Parce que j'ai dit que tu étais né au Liban, mais après, tu as grandi à Versailles, tu as fui le Liban, évidemment, à cause de la guerre. Dans le château. J'aurais bien voulu, mais c'était pas le cas. Et au final, je disais, non, moi, je dois aller chasser l'orage dans la Beauce. Donc, c'est vrai que déjà, quand on répond ça à 13 ans,
Les gosses, ils te regardent, ils te disent, mais il raconte quoi ce mec, quoi. Puis après, quand tu reviens avec les photos, ils comprennent. Voilà. Ah oui, t'as gagné quand même une petite. Après, ils sont bien contents quand ils doivent aller quelque part en bagnole. Je faisais mes petits tours. C'est vrai que ma mère, au début, entre 9 et 13 ans, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Pourquoi il est dehors en caleçon en train de prendre des photos quand il pleut, quoi? Et vous n'avez pas vu mon poisson de cannabis par hasard? Vous êtes sûr des quoi, cet enfant? Qu'est-ce que j'ai enfanté, Après, c'est quoi. trop bien d'avoir une passion des gamins, donc ça porte aussi une passion. Ouais. Après, j'ai pas fait de la météorologie. J'ai pas continué en physique parce que lorsque j'ai dû choisir mon cursus entre bio, physique, maths, enfin voilà, après dans les études on se spécialise. Je considérais que si je continuais à faire de la météorologie, je savais faire de la physique toute ma vie et je voulais appliquer mes connaissances à l'agriculture. C'est pour Tu ça voulais que un peu du terrain, quoi. Tu voulais du concret. je veux du terrain. Je veux des végétaux, je veux de la forêt, je veux du blé, je veux des vaches. Et en réalité, j'ai appliqué après mes connaissances en climato lors de mes études en agronomie. Et puis j'ai fait une thèse en agroclimatologie ou écophysiologie végétale. Je pense que vous l'avez compris maintenant. De la luzerne et de la fétuque. Tu as été médiatisé en 2021 parce qu'il se trouve que tu as vu venir une vague de gel. Et donc, tu es assez présent sur les réseaux sociaux, on en parlera aussi pendant l'émission. Et tu as commencé à alerter l'opinion publique et puis surtout les agriculteurs. Et il se trouve que le ministre de l'Agriculture t'a appelé en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de vague de gel qui va nous tomber sur la gueule? C'est une histoire qui m'est arrivée comme ça dans ma vie. Je me dis mais pourquoi j'ai mérité ça? En 2021, effectivement, on a eu, je sais pas si vous vous rappelez, un épisode de très fort. Le confinement. Non. Ah si. Bah ouais, Si, pardon, j'étais là. oui, on était à France J'ai Inter, oublié c'est cette bien. période de ma vie. Et au final, il y a eu une grosse période de douceur en mars. On appelle ça un faux printemps en sciences. Et qui a ouvert les bourgeons débourrés, on appelle ça les bourgeons des végétaux très précocement. D'ailleurs, c'est un des problèmes du changement climatique. Le printemps arrive plus tôt. Par contre, il y a toujours du gel en avril, certes, moins fort, mais cette fois-ci, il arrive sur des fleurs. Et en arrivant sur des fleurs, il a fait 2 milliards d'euros de dégâts. Alors sur Twitter, ce que j'ai fait, c'est que X maintenant, 10 jours à l'avance, j'avais prévenu les agriculteurs de cette arrivée du gel. C'est mon travail, en fait. J'ai juste fait mon travail. Et effectivement, t'as alerté, c'est-à-dire tu avais vu... Comment on voit arriver une vague de gel concrètement? Alors on fait de la modélisation météorologique, c'est-à-dire qu'on a des modèles météorologiques qui nous permettent de prévoir le temps. Alors Evelyne Delia sur TF1, elle vous donne le temps qu'il fait pour vous là, les alertes orange, verte, jaune. Le là était un petit peu dépressif. Pour les... on est tombé, quoi. Donc ça, c'est la météo de base du quotidien. Il pleut, il fait chaud. Et vous, en tant que personne de la ville, quoi, vous allez... Je fais un peu d'exclusion, désolé. Non. Et du coup, vous allez savoir comment vous habiller, si vous allez en trottinette électronique. Je fais un peu cliché, mais je ne pense pas vraiment. Et au final, vous allez savoir comment vous comporter avec le temps qui est prévu. Un agriculteur, lui, ce qu'il va faire, c'est que s'il y a du gel prévu après sa floraison, il ne va pas avoir du tout les mêmes réflexes. Il va devoir aller sur le terrain pour protéger ses pommiers, ses vignes, avec des bougies, préparer le stock de bougies en avance pour les 3 jours à venir, etc. Et c'est pour ça que c'est important de faire de l'agrométéo, c'est pour protéger en fait les cultures qui sont en cours. Alors oui, le ministre m'a appelé. On va y revenir juste après. Ouais, comme ça on fait un petit teasing. Mais qu'est-ce qu'il a dit le ministre? Et qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, probablement, rien. Bon, on verra. On va revenir à tout ça. On est ensemble jusqu'à 20h, donc on a le temps. Mais on va faire une petite pause musicale. Puisqu'on parle de météo, on parle de climat, on parle de chaleur. On va écouter Francky Vincent chanter chaud de pisse. Alors, moi je pense que tu les inventes ces chansons. Non, Guillaume. ça existe vraiment. Non, j'ai une culture musicale. Je refuse. Désolé. Je refuse. Voilà, c'est pas possible. On va écouter on va vraiment pas écouter ça. On va écouter un classique de Nova, un morceau du milieu des années 2000 produit par tout un tas de gens archi forts en musique caribéenne, Quantic, Nicodemus, Fit, Tempo and the Candela All Stars, ça fait une chier de gens, qui chantent que leur swing est tropical et avec toute la flotte qui nous tombe dessus depuis un certain nombre de mois, je pense que c'est bien qu'on s'y habitue. Vous êtes sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, notre invité. Serge Jacquat qui est avec nous et Florence Mendes qui nous a rejoint pour sa chronique dans quelques instants. On va parler agroclimatologie, mais avant cela, Pierre-Emmanuel, est-ce que ce serait pas un bon moment dans cette émission pour être détestable avec moi? Ah, Guillaume. Oui. Guillaume. Oui. Dans ce monde en perpétuelle mutation, qu'il est bon
de pouvoir se raccrocher aux repères éternels que sont votre manque de clairvoyance et votre incompétence. Vous êtes un phare de médiocrité dans les flots tumultueux de la vie et je vous en suis profondément reconnaissant. Je ne suis pas, comme vous le dites, avec l'arrogance qui vous caractérise, détestable. Mon problème, Guillaume, c'est que je suis une éponge à émotions. Dans un environnement joyeux, je respire la bonne humeur. Dans un climat bienveillant, je suis un agneau et par ce même processus de mimétisme, en votre présence, je deviens immédiatement haïssable. Mais vous ne m'aurez pas aujourd'hui. Flap, 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 flap. Je m'envole, je m'échappe, je brise mes chaînes. Plus que 2 émissions à endurer avant les vacances et ça me remplit de bonheur. Longue était la traversée, mais j'aperçois la côte au loin. Aouh, aouh. J'entends même les mouettes. Et tout mon corps crie ton nom, liberté. Je vais bientôt retrouver mes vrais amis, ma femme et mes enfants qui ont bien grandi et qui vous appellent désormais le vilain monsieur qui empêche papa de nous faire des bisous le dimanche. Vous vieillirez dans la peur, Guillaume, car je les entraîne à tuer les gens qui m'ont fait du tort. Mais assez parlé de vous, intéressons-nous plutôt à nos faux auditeurs. Et cette semaine, c'est Melvin qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, où il ne faisait pas bon flâner dans les rues hier, puisque comme chaque 2e samedi de juin, les racilariens ont ouvert fenêtres Velux et autres vasistas pour uriner dans la rue à l'occasion de la célébration annuelle du Grand Déluge doré. Une tradition humide et malodorante, mais qui témoigne de la richesse mythologique de la cité. Depuis des millénaires, au coin de l'âtre, entre une rasade de Stutz et une bouchée de coucouille, les villageois se transmettent à voix basse les légendes sur les créateurs de la cité, les puissants géants qui peuplaient jadis la vallée de la Roustinière. Marbroc, le père de tous les géants, incarnait l'eau et la vie. Sa vessie, disait-on, pouvait contenir 1000 lacs. Et quand il se soulageait, les cascades jaillissaient, les rivières se formaient et la nature verdoyait. Arbres et plantes s'abreuvant de sa miction féconde. Marbroc était craint de tous, sauf de son fils aîné, Kahalak. Né d'une cascade d'urine qui avait emporté avec elle la boue des montagnes, Kahalak était la terre, la pierre et l'argile. Quand les pluies torrentielles de Marbroc érodaient les montagnes érigées par son fils, les rochers de Kahalak déviaient les cours des rivières créées par son père. Leur rivalité se fit discorde. Leur discorde devint haine. Et lorsque les premiers hommes peuplèrent la vallée de la Roustinière, ils furent les victimes impuissantes de la guerre effroyable que se livraient les 2 géants. Si une tribu prenait fait et cause pour Marbroc, Kahalak ouvrait les entrailles de la terre et l'engloutissait. Si un clan se rangeait au contraire du côté du titan de pierre, Marbroc noyait les malheureux sous les flots tièdes de sa colère. Seuls 2 humains survécurent à l'ancestrale querelle. Ils supplièrent Marbroc et Kahalak de les épargner et afin d'apaiser leur fureur et les réconcilier, leur firent don d'une invention qui allait révolutionner l'avenir de l'humanité. Un objet qui pour la première fois unissait l'argile de Kahalak et les fluides de Marbroc. Le pot de chambre qu'on pisse dedans pour pas avoir à sortir la nuit. Les géants mirent fin à leur combat et offrirent aux 2 humains le lopin de terre et le bras de rivière où aujourd'hui encore se dresse la fière cité de Saint-Roustan. Mais revenons à Melvin qui nous écrit: bonjour, j'ai participé hier aux festivités du Grand Déluge doré. C'est la première fois que j'ai un rôle dans le spectacle de clôture. Je jouais le pot de chambre, mais on ne m'a pas indiqué si je pouvais recracher et je commence à avoir un peu mal aux joues. Eh bien, Melvin, bravo pour votre abnégation. On va se renseigner, on vous répond la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches, sauf Melvin, évidemment. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel. Encore une belle page de l'histoire de Saint-Roustan. Ah ouais, c'était... Ah là, C'est la mythologie, c'est comme c'est ça. beau, hein. Là, on a vibré. On est toujours avec l'agro-climatologue Serge Zaka. Merci d'être resté avec nous malgré tout. Oui, si on ne suit pas depuis le début, ça pose problème. Je tiens à préciser que pisser dans son jardin, c'est très bien pour les plantes. Voilà. Cependant, ne faites pas pipi au même endroit parce que ça fait trop d'azote d'un coup. Il faut se décaler un petit peu en faisant pipi pour un petit peu étaler tout ça. On va noter ça. Ça, c'est bien les conseils. Alors Juliette. pardon, mais il faut pas avoir trop bu parce que moi, ça a bousillé les rosiers de ma tante. Ah ouais? Ah oui. Mais il ne faut pas avoir trop bu d'alcool, tu veux dire? Bah évidemment. Ah oui, c'est ça.
On peut D'accord. pas boire On est trop d'accord d'eau. là-dessus? Après, est-ce qu'elle se décale en crabe, ta tante? Là, on vient d'ouvrir une porte dans cette émission et je ne sais pas où mène ce couloir. Je vous ai lancé Peut-être sur un sujet, une là. impasse. Non, mais on On a a le pris des droit de notes. parler en Un fait. sujet de thèse. Puisqu'on parlait de pipi, parlons de ministre macroniste. J'adore les transitions. On parlait donc de cette vague de gel en 2021. Donc je résume, il y a eu un printemps anticipé. Les bourgeons, les plantes se sont dit cool, on va faire des petits bourgeons, c'est le printemps. Là-dessus, paf, vague de gel, récolte foutue. Et toi, tu as alerté, donc on l'a dit, les agriculteurs et les pouvoirs publics. Et le ministre t'appelle, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit bonjour, Alors, chez le ministre. c'était Julien de Normandie Ouais. à l'époque. Il m'appelle en sortant d'une réunion interministérielle, il me semble, ou je me rappelle plus trop de quelle réunion. Ouais. Et il me dit, monsieur, monsieur Zaka, on a vu vos écrits sur Twitter. Qui êtes-vous et comment avez-vous fait pour prévoir cette vague de gel? Parce qu'on a besoin justement de ces compétences d'agro-climatologue pour pouvoir anticiper les événements climatiques. Et d'ailleurs, vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est le gel qui détruit nos cultures dans un contexte de changement climatique alors qu'on s'attend à ce que ça soit la sécheresse. On est et vraiment le gel. dans la merde, en Et fait, hein. la canicule. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que le mec est ministre de l'Agriculture et il savait pas ça. Non. Pas forcément. C'est pas intuitif de se dire que les végétaux avancent et que le gel est toujours présent en avril et que du Ok. coup ça peut faire des dégâts. C'est vrai que peut-être que dans la salle des gens l'apprennent, mais c'est Oui. Peut-être qu'il y a des futurs ministres dans la salle. Prenez des notes. Et du coup au final, je lui ai dit, il y a quand même un rapport de l'INRA qui a été commandé il y a quelques années sur lequel on a appuyé sur ce problème-là. Est-ce que quelqu'un l'a lu au ministère, quoi? Ouais, Parce c'est que ça. ce serait- C'est pour ça qu'on serait pointe à ce utile problème-là. que Bah ces ouais. fonds qu'on débourse dans les centres de recherche soient utiles au ministère. Et donc au final, c'est pour ça une des raisons pour lesquelles je suis devenu vulgarisateur sur les réseaux sociaux, parce que je trouvais que les articles scientifiques qu'on produisait dans la recherche fondamentale n'étaient pas suffisamment lus et surtout que les décisions en conséquence n'étaient pas appliquées par les politiques parce qu'ils n'en avaient pas conscience. Et depuis, est-ce qu'ils continuent à te contacter, les politiques, pour prendre leurs décisions ou pour... Alors Julien de Normandie, je trouvais que c'était il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord avec lui, mais il était plutôt bon en agriculture, du moins il connaissait le sujet, il était Ah, parce que agronome. ça, c'était un bon en plus. c'est vrai. Ouais. Par contre, derrière, j'ai plus forcément autant de contacts qu'avant avec Agnès Pannier-Runacher, mais bien sûr. avec laquelle je lui ai fait un cours d'agroclimato il n'y a pas très longtemps en visio, et elle était très intéressée. Elle a repris des slides pour présenter justement les problématiques d'avenir. C'est plutôt bien. Hein, On est sauvés alors. Non. Après, les décisions prennent Oui, du temps. c'est Il y a une ça. différence entre Ouais. la solution scientifique et puis l'application politique qui généralement change pas grand-chose. Toi, tu leur expliques, puis après, ils disent non, mais finalement, on préfère l'argent. C'est bien aussi l'argent. Et quel rapport t'entretiens avec les agriculteurs? Parce que c'est vraiment du coup les premiers concernés. J'imagine que tu fais aussi de la vulgarisation pour eux. Alors à la base c'est pour eux que je travaille sur les réseaux sociaux notamment. Il y a plusieurs dizaines de milliers, je crois, sur Twitter d'agriculteurs qui me suivent, qui vont pas forcément réagir à tous mes messages, mais par contre ils vont m'envoyer des messages en privé en me disant merci, la vague de froid, la canicule, la sécheresse que tu as anticipée, ça m'a permis d'anticiper les impacts sur la production et du coup d'éviter quelques pertes de rendement. Et est-ce que tu as déjà des cas d'agriculteurs avec lesquels tu es en contact depuis un certain Oui. temps, chez qui tu as observé littéralement, par exemple, un changement de production, Tout à fait. qui se sont dit on va arrêter avec ces trucs, par exemple les fruits ou les légumes qui pompent un maximum d'eau pour Tout à aller... fait. Ouais. Tout à fait. Alors, je trouve ça dommage, dans la plupart des médias, on va mettre en lumière des agriculteurs qui ne sont pas forcément représentatifs du milieu agricole dans son intégralité. Par exemple, on met souvent en avant des céréaliers, alors qu'en réalité, on a plein de maraîchers qui ont besoin d'eau, on a aussi des arboriculteurs. Et ça fait 4 ans maintenant que je communique sur les réseaux sociaux à ce sujet. Et en 4 ans, je reçois des messages de personnes qui me suivaient depuis 4 ans en me disant « J'ai testé, par exemple, de planter des oliviers dans le sud-ouest de la France, ça marche très bien, merci. J'ai des clémentiniers maintenant du côté de Nîmes, ça marche effectivement bien. J'ai arrêté le labour, je fais du couvert végétal, des techniques agricoles qui sont bien pour l'eau dans le sol, qui sont pour faire face au changement climatique. » Donc il y a une évolution, mais celle-ci, malheureusement, elle n'est pas assez médiatisée, je trouve. On médiatise seulement uniquement les mauvaises informations sur l'agriculture et pas forcément les choses qui évoluent, parce qu'elles évoluent constamment en agriculture. Eh ben, on est là pour ça, pour les médiatiser un peu plus aujourd'hui. On va continuer à parler de tout ça, bien sûr. Mais avant ça, c'est le retour de l'enfant terrible de Etterbeek. Je prononce bien? Pas du tout. Pas mal. La plus wallonne que la plus wallonne de tes copines. Florence Mendez est là.
suis bruxelloise, trou du cul, t'as vraiment pas appris d'elles sont. Qu'est-ce qu'ils sont arrogants, ces Bruxellois. J'aurais jamais osé dire ça, pas trop, moi. C'est parce que moi je le suce. Donc, pardon. Oh, bah là, je tape sur la table. On écoute la dernière de chronique de Florence. Aujourd'hui, on va taper sur les flics. Alors vous me direz pour une fois que c'est dans ce sens-là. Bon, alors il y a des policiers tellement adeptes du passage à tabac que sur leur uniforme, il faudrait écrire en grand « La police tue », comme sur les paquets de cigarettes. Alors, le 2 juin dernier, à Bruxelles, Fabien, un gamin de 11 ans, est mort percuté par la police alors qu'il circulait à trottinette. Rentrer dans un gamin et lui ôter la vie en Belgique, je pensais vraiment que c'était un truc réservé à Marc Dutroux. Alors, voilà. Donc, je vous ai manqué, hein, je vois ça. Donc la bagnole de flic roulait sans sirène ni gyrophare dans un parc interdit aux voitures et poursuivait le gosse pour le seul motif qu'il était sur une trottinette. Je savais pas qu'on avait le droit de buter quelqu'un juste parce qu'il se déplace en trottinette. Faut pas que l'info arrive aux oreilles des chasseurs, après les cyclistes qui vont trouver une nouvelle cible. Alors, pardon, hein, mais quand je dis qu'ils l'ont percuté, c'est une figure de style, d'accord? En fait, ils lui ont littéralement roulé dessus. C'est durant quel trimestre à l'école de police qu'on apprend à passer sur les gens comme s'ils étaient des dodanes, avant ou après le cours sur comment faire une fausse déposition? Alors, le flic qui était au volant du véhicule a été mis sous mandat d'arrêt. Pour sa défense, il aura intérêt à se montrer créatif. Mon client est très concerné par l'écologie, madame la juge. Il a cru bien faire en supprimant un enfant qui produit tout de même 10 tonnes de CO2 par an. C'est sa part du colibri, voilà. Et parce que c'était pas déjà assez révoltant, comme pour l'affaire Naël, une cagnotte a été lancée en soutien au policier qui a tué Fabien. Voilà. Alors, celle pour le meurtrier de Naël avait atteint 1,6 million d'euros. 1,6 million d'euros. C'est quoi le message? Bavure policière, 100% des gagnants ont tenté leur chance. On peut devenir milliardaire en butant... Pardon, on peut devenir millionnaire en butant un gosse, mais Nordal Lelandais, comme un con, il a fait ça gratos. Alors, on se souvient aussi d'Adama Traoré, décédé après avoir été interpellé et plaqué au sol. Comme George Floyd aux États-Unis, il avait pourtant dit qu'il n'arrivait plus à respirer. On dit que la justice est aveugle, apparemment les forces de l'ordre sont sourdes. Et dans l'affaire Traoré, on voit ce qu'ils sont capables de faire pour maquiller la vérité. Ils ont attribué son décès à toutes sortes de pathologies préexistantes, à 2 doigts de tenter le tout pour le tout en assurant qu'Adama est mort des suites d'un cancer du col de l'utérus. C'est dingue quand même. Chez les keufs, t'en as qui savent à peine lire et écrire, mais quand un mec meurt asphyxié pendant un plaquage ventral, d'un coup, c'est des experts de la sarcoïdose pulmonaire, de la cardiopathie hypertrophique et de la drépanocytose. Non mais... Et vous vous souvenez de Théo, qui a subi des dégâts irréversibles après un coup de matraque non consenti dans l'anus? Pardon, mais on sait où il était au moment des faits, Harry Habitant? Pardon. Alors... Oui, pardon. Oui, je sais, c'est une balle perdue pour Harry, mais enfin, une balle perdue dans une chronique sur les bavures policières, faut avouer que c'est raccord. Alors, soit ils savent très bien ce qu'ils font et ce sont des immenses ordures, soit ils savent vraiment pas viser et j'aimerais pas être la femme de ménage chargée de nettoyer les chiottes au commissariat. Alors, malgré ça, t'as des hommes politiques qui veulent nous faire croire que la violence policière, ça n'existe pas. Gérald Darmanin avait quand même déclaré « Quand j'entends le mot violence policière, je m'étouffe. Violence policière, violence policière, violence policière !» Ouais. On l'a encore vu, place de la République tout récemment, où les flics, une nouvelle fois, ont fait un usage excessif de la force. Je pourrais dire que c'est de la violence gratuite, mais en vrai, ils ont payé pour ça. Alors, ceux qui risquent le plus leur vie face aux flics, évidemment, sont les personnes défavorisées ou racisées. Je dis pas que tous les flics sont violents et racistes. Il y en a qui sont juste racistes. Alors, oui, les flics, c'est comme les champignons. Il y en a des bons, mais enfin, il y en a aussi beaucoup qui peuvent te tuer, d'accord? Alors, c'est vrai, je pense pas que tous les policiers soient violents à la base, mais force est de constater qu'ils sont nombreux à avoir l'alcool mauvais. Alors, non mais, autant de bavures, c'est dingue, c'est pas des poulets qu'il faut les surnommer, c'est les lamas. Je serais tellement déçue. Oui. Je serais tellement déçue si mon fils me disait qu'il voulait rejoindre la police, presque autant que si mon chien me disait qu'il voulait rejoindre la patte patrouille. Alors, on dira que comme dans tout autre métier, c'est possible de faire des erreurs. Ouais, sauf que la dernière fois que le facteur s'est planté de boîte aux lettres, c'est mon voisin qui a reçu le colis et personne n'est mort. Enfin, 6 mois de honte quand il m'a dit qu'il avait bien réceptionné mon nouveau vibro. Bon, alors,
il y en a d'autres qui diront aussi que les flics, ils sont en sous-effectif, qu'ils font trop d'heures, qu'ils ont des conditions de travail difficiles. Les sages-femmes aussi, par exemple. Et pour autant, t'as pas tous les mois une nouvelle affaire qui sort du genre flash info. Un accouchement difficile dans une maternité de Seine-Saint-Denis. Alors que le bébé avait du mal à sortir, fatigué par sa 19e garde de 12 heures en moins d'une semaine, la sage-femme a inséré un fumigène dans le vagin de la future maman pour le faire sortir de son terrier tel une taupe. Bilan, un décès par asphyxie, voilà. Mais le rapport explique que c'est la faute du nourrisson qui avait des tendances suicidaires et qui s'est pendu avec le cordon ombilical. Bon. Bref, j'ai rien contre la police. Et c'est bien le problème, si demain un flic s'apprête à me violenter, j'ai rien pour me protéger. Bon, plus jeune, j'étais convaincue, comme beaucoup, que dans la chanson de KRS-One, Sound of the Police, après son célèbre whoop whoop, il disait assassin de la police. J'étais pas si loin de la vérité. Allez. Florence Mendes, merci Florence. On retrouve en spectacle à Marseille, 19 et 20 septembre. Et on conseille toujours ton excellent livre Accident de personne. Allez vite réserver des places pour le spectacle de Florence ou acheter son livre. Faites-le maintenant. Il va rien se passer d'intéressant dans les prochaines minutes. C'est la publicité, tout simplement. Eh oui, c'est comme ça. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et Florence Mendes qui est restée avec nous. Nous sommes en direct du théâtre L'Européen à Paris. Et nous sommes toujours avec Serge Zaka. On parle de climat. Et ça fait peur, un petit peu. Et moi, la peur, j'aime bien. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Alors, Serge, voilà, je suis un petit peu désolé, mais tu fais flipper tout le monde depuis tout à l'heure. Hein? T'as un petit côté mélange de John Wayne et Evin Delia, là. Bon, sympathique, mais discours un petit peu alarmiste. Alors, l'heure est venue du contre-discours, parce que sur les médias Bolloré, on parle d'écologie, figurez-vous. On parle restriction d'eau pour anticiper les canicules à venir. Alors, on parle, par exemple, lessive sur Europe 1 chez Pascal Praud. Par exemple, le pyjama. Alors, qui porte des pyjamas ici? Moi. Vous portez et votre pyjama, vous le portez combien de fois avant de le laver? Une fois par semaine, donc tous les 7 jours, je le lave. Eh bien, c'est bien. Vous avez pyjama bas et haut? Tout à fait. C'est bien. On sent que le cœur n'y est pas. Non, mais c'est pas leur zone de confort, qu'est-ce que je te dis. Il n'y a pas une femme voilée dans l'équation, donc ils sont un petit peu paumés. Alors, ceci dit, c'est vrai que l'eau, la sécheresse, c'est des sujets vraiment complexes. C'est pourquoi, sur CNews, on invite aussi des philosophes pour parler des écologistes. Quelle est l'idée de l'homme dont ils entendent nous faire vivre? Voilà. Et oui. C'est vraiment une question qu'il semble, la réponse dont on a la recherche n'est pas évidente. Mais on va continuer à chercher tous ensemble. L'écologiste n'est en aucune façon un individu qui se sent devoir quoi que ce soit à une civilisation qui l'a précédé. C'est pourquoi, là aussi, je consacre des pages à la trottinette. Mais la trottinette, elle est la belle image de cet individu qui fend l'air dans l'indifférence absolue à ce qui l'entoure. Je vous avais dit que c'était technique aujourd'hui. Très très bonne weed, à mon avis, dans les studios de CNews. C'est vrai qu'on les critique beaucoup, mais il y a des choses positives. Ceci dit, je crois qu'on s'est un petit peu éloigné de notre sujet de base, la sécheresse. Et ça tombe bien, c'est pile, alors là, pile, coup de bol, le domaine de recherche de Michel Onfray. Et ouais, c'est un coup de bol parce qu'il est vraiment spécialiste de tout. Donc ça tombe très très bien. Donc, spécialiste de réchauffement climatique, on l'écoute. Un jour, dans 4 milliards d'années, il n'y aura plus de planète parce qu'elle aura explosé, elle aura disparu. Elle va commencer par chauffer, réchauffer, etc., etc. Oui, il y a une part humaine. Je ne nie pas la part humaine. Je dis simplement qu'elle n'est sûrement pas déterminante parce qu'il y a eu des hommes sur la planète très peu de temps sur l'existence de cette planète. Ok, donc il restait un fond de sachet de bœuf que Michel s'est carré en intraveineuse. Allez, puisqu'on parle toujours réchauffement climatique, parlons des océans. Ça, c'est un sujet important. C'est une priorité en ce moment et puis on en parle beaucoup dans l'actu. Et donc, on en parle évidemment beaucoup sur CNews. Les Français s'en foutent des océans. C'est pas leur préoccupation. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des océans? Enfin, franchement, c'est quand même pas... Mais vraiment, je suis agacé, pardon. Oui. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. C'est le retour de la chaleur, de la canicule. Donc, c'est bientôt la saison du burkini. Donc, ça va aller mieux. On va enfin arrêter de parler d'écologie, des verts, je sais pas quoi, même si on n'oubliera jamais ce classico d'Éric Zemmour. Si vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Voilà, allez,
La boucle, quelle est la boucle? Eh ben, elle est bouclée. Merci, bonsoir. Bonne fin de cuisson à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Oh, je vous en prie. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas réentendu cette analogie. Et oui, on l'adore. Qui est vraiment très très bien. Nous sommes toujours sur Nova avec Serge Zaka, l'agro-climatologue. Serge, est-ce que, mettons, ça vous est arrivé? En plus, je suis sûre que ça vous est arrivé. Allez, je suis porteuse d'une invitation pour aller chez Pascal Pro. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, surtout vous. En fait, ils m'ont pas appelé. Voilà. Ouais. Au moins, c'est clair. Il y a toutes les chaînes de télévision, BFM, la plupart des radios. Pourquoi ils vous appelleraient? Vous maîtrisez votre sujet. Ils ont peut-être peur, ouais, c'est ça. Ah, voilà. Je pense que je rentre pas dans les codes de CNews. Alors, ils m'ont peut-être appelé une fois, il me semble, mais dans un souvenir lointain, je suis jamais passé. Et tu irais, par exemple, s'ils t'appelaient? Tu penses que c'est... J'irais. Ouais. Alors, si vous m'entendez, appelez-moi, parce que j'ai des choses à dire. Non, mais je suis pas sûr qu'ils écoutent quand même. Alors, il y a eu des On sait précédents. jamais. Il y a eu des précédents. On avait reçu Claire Nouvian qui était allée sans trop savoir ce qu'était CNews, et elle a vécu un moment épouvantable parce qu'en fait, on l'a obligée à se taire. Enfin, vous pensez que vous arriveriez à... Moi, je me tairai pas. Enfin, je veux pas critiquer Claire, j'ai pas visualisé la scène, mais justement, c'est le moment de me donner la parole à des personnes qui n'ont pas l'habitude de m'écouter. Et moi, j'aime bien un petit peu jouer avec la fourmilière, là, et qui voir tous les gens courir, parce que malheureusement... C'est une image. Oui, là, d'un coup, on avait basculé dans un truc très malheureusement... bizarre. Alors là, c'est ma fourmilière. J'ai tapé sur la table. Oui, arrêtez de taper sur cette table. Il n'y a qu'une chose à retenir dans l'émission. On ne tape pas sur la table. Je suis une merde. Non, mais Serge, pardon. C'est chiffré, hein, c'est hyper concret. Il y a une étude qui a été faite récemment dans les médias et qui montre que CNews est la chaîne qui désinforme le plus sur le climat. Sûr, ouais. Ils invitent tout simplement des climato-sceptiques qui sont pas des climatologues, qui sont juste des climato-sceptiques. C'est-à-dire que si je pouvais inviter mon boucher ou mon poissonnier à parler du climat sur CNews, ça serait pareil. Donc s'ils m'invitent, ils m'entendront. Et alors, tu fais aussi beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu n'hésites pas, sur les réseaux sociaux, tu n'hésites pas à aller au combat, au carton, en tout cas au débat avec des climato-sceptiques, notamment sur X, qui est quand même devenu un réseau social, bon, plus ou moins controversé. Moi, j'ai tendance à dire de nazi, mais après on me dit que je dis trop nazi. Mais est-ce que tu penses que ça... Pourquoi tu le fais? Et est-ce que tu penses que ça a un impact sur les gens à qui tu parles et sur les gens qui te lisent? Alors effectivement, je me fais insulter tous les là, je dois me faire insulter 10 fois par minute. Arrête, Émeric. Pardon. Lâche ce téléphone. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de nazi, mais on m'a dit que j'étais un nazi aujourd'hui. Hein, donc, voilà. C'est le chapeau. C'est totalement ça. Il y a une belle correspondance. Ouais. Mais tu te dis qu'il y a une vertu pédagogique à répondre à ces gens qui t'insultent? En réalité, j'aime bien parler à des publics qui n'ont pas l'habitude de m'entendre. C'est vrai que sur CNews, sur X, bon, c'est pareil. Sur CNews, sur X, c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent pas entendre parler d'écologie, de climatologie. Mais moi, je suis là pour les faire chier. Moi, je suis là pour continuer à les faire dire, voilà, il y a des évolutions climatiques, il y a une température qui augmente, les vaches laitières perdent leur production de lait, notre blé a des problèmes de remplissage du grain, notre forêt dépérit. Vous voulez pas l'entendre? Je m'en fous, je suis là pour ça. Et puis, autre point, si on les laisse tout seuls, en train de parler entre eux, ils vont se convaincre entre eux et surtout ils vont convaincre d'autres personnes. Et moi, mon objectif, c'est pas de convaincre les climato-sceptiques, parce que je considère que les climato-sceptiques, c'est foutu, ça changera pas. Je pense qu'il y a des mécanismes presque psychologiques que je ne peux pas maîtriser. Attends la première famine. C'est que mamie Michou de 56 ans dans le Cantal à Salins, à côté de sa cascade, en train de planter ses légumes. Ah, tu la connais? Je la connais. Qui n'a pas aucune connaissance en physique, en chimie, qui va lire une atrocité sur X parlant, par exemple, qu'il n'y a pas de changement climatique parce que quand elle plantait ses carottes en 1976, il faisait 33 degrés, donc il n'y a pas de changement climatique. Eh bien, cette personne, il ne faut pas qu'elle soit convaincue. Moi, mon objectif, c'est pas de convaincre les climato-sceptiques, c'est qu'il ne convainc pas les autres. Et c'est important parce que quand on voit ce qui s'est passé en Amérique, vous savez très bien l'élection qu'il y a eu récemment, la désinformation galope. Mais l'histoire, ça aussi. Mais c'est vrai que c'est courageux, en fait. C'est assez courageux de ta part, hein, d'aller au... Bon, après se faire insulter, vous savez, quand vous avez l'habitude, vous avez l'habitude. Oui, nous, on a l'habitude aussi. Vous savez, je sais que je suis gros, je sais que j'ai un chapeau horrible et je sais que j'ai jamais mis de manche et que j'ai un bracelet de merde. Mais... On va en parler.
Mais je suis là pour vous faire chier. Très bien. Il y a un autre point, Oui, vas-y, c'est que plus ils dis-moi. m'insultent, plus les algorithmes détectent qu'il y a de l'activité et plus ils me mettent en avant. Et c'est comme ça que je gagne beaucoup de jeunes qui viennent me parler parce qu'ils sont convaincus sur le changement climatique. C'est une sorte d'aïkido. C'est ça. Merci pour ça, Serge. On va bien sûr en parler, pardon, jusqu'à 20h. Mais on va se faire une petite pause musicale. Car comme le dit Sioran, la musique est le refuge des âmes ulcérées par le bonheur. Bon, il n'a pas l'air d'aller bien fort, Sioran. Qu'est-ce qu'on peut lui faire écouter, Juliette ? Eh ben, si Émile est en capacité d'entendre, il s'appelle Émile. Oui, c'est vrai. On lui propose une chanteuse américaine, Lady Ray, et sa chanson Under the Sun, que je ne qualifierais pas d'ulcérée par le bonheur, parce que je suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Mais c'est une chanson qui célèbre la joie toute simple d'être dehors avec un beau soleil et un petit vent léger. C'est très important, le petit vent léger. C'était Lady Ray. Vous écoutez toujours Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité, l'agro-climatologue et libanais d'origine, Serge Zaka. Je dis libanais d'origine, c'est pas pour que Retailleau envoie la Bravem. C'est parce que vient de nous rejoindre autour de la table celui qui est né près de Beyrouth également et qui va aussi nous parler de science, en l'occurrence de neurosciences. Albert Moukébert, messieurs, dames. Merci Guillaume. Je suis content que tu ne sois pas rancunier, parce que Guillaume a continué de m'inviter après que je l'ai battu à Mario Kart. Mais... C'est vrai qu'il est très très fort à Mario Kart, Merci Albert. beaucoup. Il a tous les talents. Mais toi aussi, tu es très fort à Mario Kart. Il est très fort à Mario Kart, je confirme. C'est vrai que j'ai un petit niveau. Vous voulez qu'on en parle ? Non, Allez, c'est parti. ça y est, vous Allez, êtes c'est gênant. parti. Plutôt écouter Albert. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, pour une fois, n'a pas été décrit par un scientifique, mais par un auteur, réalisateur, que Juliette connaît sans doute et que vous connaissez peut-être pas le nom, mais vous connaissez la personne. C'est Michael Crichton, qui a écrit Jurassic Park et Westworld, donc vous connaissez tous. Et au lieu de vous décrire les faits, on va prendre une situation et on va essayer de décrire qu'est-ce qui se passe. Donc on va imaginer qu'on est Serge Zaka et on est en train de lire le journal. Bon courage. Merci. On est en train de lire le journal, très content, et là on tombe sur un article sur le réchauffement climatique écrit par je sais pas, Pascal Pro et qui dit on nous parle de réchauffement climatique alors qu'il fait -1 je sais pas où et -5 réchauffement climatique, mon queue, ça n'existe pas. Et là Serge il est pas content parce que Serge il connaît le concept et il dit mais c'est impossible, c'est un journaliste qui confond météo et climat, c'est du gros n'importe quoi, c'est même un gamin de seconde devrait maintenant être calé sur le sujet, mais le journaliste il est pas, au bout d'un moment il est énervé, mais il tourne la page et quand il tourne la page il tombe sur un autre sujet, il tombe sur un sujet, je sais pas moi, sur la politique à Saint-Roustan où les racilariens et les racilariennes sont pas contentes du travail de leur maire. Et là Serge il lit l'article et il le prend très au sérieux, il dit oui ils ont bien raison, il faut qu'ils se lèvent contre leur maire. Et bien Serge vient d'être victime de cet effet décrit par Michael Crichton qu'on appelle l'amnésie de Gell-Mann. L'amnésie de Gell-Mann, c'est une sorte d'amnésie temporaire. Quand on est en train de lire un article de journal, quand on est en train de regarder un reportage dans les médias, sur les sujets qu'on comprend, on est très capable de réaliser que c'est de la merde. Et quand on passe au sujet directement après, on oublie, on a une amnésie. Cet effet du Gell-Mann, cette amnésie de Gell-Mann, elle est très proche d'un concept qui a été développé aussi par un journaliste qui s'appelle Erwin Kroll, qui s'appelle la loi de la fiabilité des médias et qui dit tout ce que vous écoutez dans les médias est vrai, sauf sur les sujets sur lesquels vous avez une certaine expertise. Là, ça devient un peu absurde. Et limite qu'on ait tous une sorte de Gell-Mann amnésia, c'est pas très grave, mais ce qui m'inquiète de plus en plus, moi, dans le monde un peu dans lequel on vit, c'est quand cette amnésie touche les personnes qui organisent les émissions de télévision, les journaux, etc. Par exemple, je sais pas, vous invitez une fois Manuel Valls. C'est un exemple. Exercice de pensée. Exercice de pensée, exactement. On invite Manuel Valls. Ouais. Il dit des choses qui clairement il ne maîtrise pas. Il invente des choses, des mensonges. Récemment, par exemple, il a repris la fake news qui était inventée initialement par Caroline Fourest, que le mot islamophobie a été inventé par les mollahs iraniens, alors que c'est un concept qui a été développé par un sociologue français en 1910. On oublie qu'il a dit de la merde. On le réinvite. Et puis on le réinvite, et puis on le réinvite. Et ça devient une sorte d'amnésie généralisée. Et plus récemment, on a fait encore plus fort. On a développé une sorte d'amnésie Gell-Mann dans les mêmes personnes. Par exemple, récemment, la semaine passée, il y avait un sommet sur les océans où Emmanuel Macron a déclaré que c'est une erreur historique du gouvernement Bayrou d'avoir reculé sur les avancées écologiques. Et Emmanuel Macron a eu une amnésie, il a oublié que c'est lui qui a
donné l'ordre quelque part de refaire le chantier de la 69. C'est lui qui a demandé une pause environnementale en Europe. Ou plus récemment, par exemple, avec tout ce qui est les frappes entre l'Iran et Israël, la Russie a déclaré que les frappes israéliennes ne respectent pas le droit international. Ils ont oublié qu'ils ont un problème. Et le ministre de la Défense israélien a déclaré que cibler les civils, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc cette amnésie semble être plus généralisée. Et je vais vous avouer quelque chose. Moi, je commence à douter que ces gens, ils sont pas vraiment amnésiques. Moi, je commence à me dire que peut-être ils sont en train de mentir. Waouh. Non, ça va trop loin. Ça va trop loin. Mais je préfère l'oublier. Merci beaucoup. Merci Albert Moukébert. Merci beaucoup. Mais alors justement, parce qu'on parlait de la bataille culturelle qui se passe sur les réseaux sociaux et qui se passe sur les médias, Bolloré, etc., etc. Quelle est la part de ce que tu appelles amnésie et quelle est la part de foutage de gueule, toi, Serge, au niveau de tes sujets, donc d'agroclimatologie, de climat? Est-ce que tu arrives à faire la différence? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu dis non, là, c'est foutage de gueule, je discute pas? Bah oui. Ah oui, quand on se promène sur X, il y a du foutage de gueule partout, en fait, en réalité, sur le climat. Mais quand c'est des gens qui ont des postes de décision, par exemple? Oui. Parce qu'on a parlé aussi que tu discutes avec des politiques. Est-ce que des fois, tu te dis, là, je perds mon temps parce que de toute façon... Non, alors, quand il y a des politiques, quand il y a des personnes qui sont suivies, et je pense que tout le monde doit faire la même chose, n'hésitez pas à mettre des chiffres, des graphiques et contredire ces personnes-là. Toute personne qui a une influence, toute personne qui est suivie doit absolument être soit appuyée, soit contredite. C'est la base de l'argumentation, puisqu'il ne faut surtout pas que ce genre de discours climato-sceptique s'étende. Nous, chez nous, on parle du shifting baseline en sciences, quoi. Tu peux le décalage des moyennes, on va dire, pour faire simplement. C'est qu'à force d'avoir des épisodes de chaleur en mai, en juin, par exemple, on a eu du 46 degrés en 2019 en juin dans l'Hérault, le record national. On a eu en 2022 également de la chaleur en juin. Donc maintenant, on va avoir de la chaleur. On a une canicule qui se prépare là pour la suite de juin 2025. Et à force d'avoir ces canicules, on pense que c'est normal. Il faut lutter contre ça. C'est notre nouvelle base, en fait. On se dit c'est notre nouvelle base. Donc c'est ça. Ouais. Et les scientifiques, les politiques, certains bords politiques notamment, et certaines personnes influentes sur les réseaux sociaux aiment bien dire, il y a eu une canicule en 2022, il y a eu une canicule en 2019 en juin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Oui, on va pas voir les végétaux flamber d'un coup en réalité. Les végétaux, c'est par petits à-coups et ensuite il y a un dépérissement des forêts. Et le dépérissement des forêts, vous le voyez pas parce que vous n'allez pas en forêt. Mais en réalité, on le voit par images satellites et par les hélicoptères ou les drones qui survolent les forêts. Donc voilà, il faut pas, dès qu'on a une fausse amnésie, je dirais, et de la répétition de cette fausse amnésie, il faut aller dans le tas. Pour moi, il faut aller dans le tas et montrer que la science dit l'inverse. N'allez pas dans le tas pour les insulter, ne faites pas comme eux. Allez dans le tas pour montrer des graphiques, des schémas, des statistiques, des véritables statistiques qui les contredit et laissez-les se faire humilier parce que du coup, les gens ont quand même un minimum de réflexion. Quand ils voient deux personnes échanger, ils voient très bien qui est climatologue et qui est un imposteur. On espère. En tout cas, merci beaucoup Serge. Mais merci Albert, merci d'être venu, Albert Moukébert. Je te conseille ton dernier livre, Neuromania. Tu peux rester un peu avec nous d'ailleurs Albert si tu as le temps et si tu le souhaites. On se retrouve juste après avoir tenté de prendre le contrôle de votre libre arbitre, puisque c'est la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, Albert Moukébert qui est resté avec nous et notre invité, l'agroclimatologue Serge Zaka. Il est 19h15 et c'est l'heure de celui qui lutte contre la sécheresse en postillonnant de toutes ses forces dans le micro, Pierre-Emmanuel Barré. Merci. Guillaume. Oui. Enculé. Connard. Gogol. Gros tas, gros beauf. Petite salope. Fils de pute. Tout ça, vous le savez, ce sont des insultes oppressives et j'essaie de ne plus les utiliser parce que c'est discriminant pour les femmes, les homosexuels, les handicapés, les obèses, les classes populaires, les prostituées. J'essaie, mais waouh, qu'est-ce que c'est dur, putain. Et voilà. J'ai dit putain, j'aurais tenu 20 secondes avant de rechuter. Mais c'est pas de notre faute, les insultes oppressives, c'est comme les comptines, on grandit avec. Une
souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Oh, il est attrapé par la queue, PD. Ouh, PD. C'est toute mon enfance. Je pars de très très loin. Les insultes oppressives, ça représente 99% de ma carrière médiatique. J'ai regardé toutes mes chroniques. Si je retire enculé, gogol et fils de pute, il reste Bruno Retailleau. C'est beaucoup trop court. Mais même si les chances sont minces, je serais bien embêté qu'en tombant sur l'émission et en entendant enculé, gogol, fils de pute et Bruno Retailleau, un homosexuel trisomique dont la maman est travailleuse du sexe soit vexé que je le traite de facho et de raciste. Hein. Et là, je sais que vous ne m'écoutez plus parce que depuis la phrase d'avant, vous êtes en train d'imaginer un des comédiens d'un petit truc en plus qui suce Artus pour 50 balles. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai essayé chez moi pendant plus de 30 minutes d'imiter un trisomique gay pour apporter un petit moment de jeu et de fraîcheur dans ma chronique, mais j'ai échoué. J'avais les bras comme ça, avec les yeux tout plissés. C'était entre le T-Rex et l'Asiatique coincé dans un tuyau. Pas sûr qu'utiliser le racisme pour combattre l'homophobie et l'andiphobie soit un vecteur de progrès. Alors, le souci des insultes usuelles, c'est qu'elles banalisent le mépris des minorités déjà discriminées. Ça ne banalise jamais le mépris des hommes blancs hétérosexuels pétés de thunes. Alors, peut-être que dans 600 ans, espèce de Pascal Praud ou fils de Meurice, ce sera la pire des injures. Hein, c'est une façon comme une autre de rentrer dans l'histoire. Mais d'ici là, il va falloir faire preuve d'imagination pour insulter sans oppresser. Et pour ça, on va devoir inventer des insultes. Hein, spoiler, ça va graviter quand même beaucoup autour de l'anus et de ce qui en sort. Jusqu'à preuve du contraire, le caca n'est pas une minorité opprimée. Alors regardez, hein, je prends les titres de l'actualité au hasard. Pierre Cazeneuve, le vice-président des députés macronistes, veut reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Mais quel encore pas! On bloque, on contracte, on relâche en inventant. Pierre Cazeneuve, le vice-président des députés macronistes, veut reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Mais c'est vraiment un bol de jus de cul, celui-là. Autre info, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s'oppose à l'instauration d'une taxe pour les ultra-riches. À la grosse, on contracte, on bloque, on relâche en inventant. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s'oppose à l'instauration d'une taxe pour les ultra-riches. Mais sa mère la chiasse, celle-là. Je vous avais prévenu, ça tourne quand même beaucoup autour d'une zone assez restreinte. Allez, une dernière. Emmanuel Macron reporte le sommet sur la reconnaissance de la Palestine. Énorme fils de pape! On contracte, on bloque, on relâche en inventant. Emmanuel Macron reporte le sommet sur la reconnaissance de la Palestine. Et c'est exactement ce qu'aurait fait une grosse merde. Oui. Si on n'est pas d'humeur créative... Si on n'est pas d'humeur créative, on peut aussi rester sur les classiques. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci Guillaume. Pour ce tuto, très très beau tuto. Vous pouvez prendre des notes et emporter chez vous. On est toujours avec Serge Zaka, notre invité, l'agro-climatologue, qui bataille, on l'a dit, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, tu réponds régulièrement, j'ai vu les messages que tu laisses. Tu dis de la merde, tu dis souvent ça à des gens. Donc on retourne, voilà. Mais c'est pas oppressif. C'est pas oppressif du tout. Voilà, ça respecte les conventions de Genève, très certainement. Mais on avait envie de revenir au basique, parce que tu as dit que tu avais fait ce métier-là pour ta passion du terrain, du concret. Et on n'a pas encore parlé vraiment culture et agriculture. Et donc ma question est toute bête, c'est quelles cultures là sont les plus menacées à court terme et moyen terme, on va dire, par le réchauffement climatique ? Alors avant de parler des cultures, on va parler des forêts. Alors ça va être un petit peu moins drôle que ce qu'on a écouté tout à l'heure. Hein. Les forêts, puisque les forêts, on a beaucoup plus de difficultés à les régénérer. On parle de biogéographie, aire de répartition des cultures. Ouais. L'érable, le bouleau, la plupart de cette aire de répartition sur l'Europe a tendance à reculer vers le nord-est. Mais les arbres étant toujours présents, ils vont pas prendre le TGV et remonter à Amsterdam, quoi. Eh bien, ils risqueraient de se faire... Ça va être trop bizarre. Ça serait un peu bizarre. Ouais. Bonjour Monsieur Boulot.
Et ça me vient comme ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle du génie créatif, hein, tout simplement. Serge, je t'en prie. Au final, ce boulot qui arrive à Amsterdam, il le fait pas, il reste dans la Beauce par exemple, et puis il est en dehors de sa zone géographique climatique, et donc il va dépérir. Donc pour le plus urgent, c'est les forêts, pour les forêts. Et les arbres fruitiers aussi, j'imagine. Ensuite, on a d'autres espèces, des arbres fruitiers, c'est comme les forêts. Il faut savoir, peut-être que vous saviez peut-être pas, mais en réalité, les arbres ont besoin de froid pour fleurir. Et le plus gros problème du changement climatique, c'est pas les canicules et les sécheresses, même si ça l'est, c'est le manque de froid. Le manque de froid fait plus de maladies au printemps, mais surtout, il ne répond pas à la demande en froid des arbres. Tu prends la pomme Golden, par exemple. Golden, elle a besoin de 1000 heures de froid pour fleurir. Si elle les a pas, elle fleurit pas. S'il n'y a pas de pommes, s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de pommes. On connaît l'expression. Mais 1000 heures de froid, c'est-à-dire c'est froid. Froid à combien? Alors c'est en dessous des 7,2 degrés. Ah oui, quand même, ouais. Voilà. On appelle ça la vernalisation. C'est le terme scientifique pour décrire ce processus. Et la plupart des espèces qui ont besoin de 800 à 1600 heures de froid en France vont disparaître de France. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que quand on plante un arbre maintenant, on le plante pour dans 50 ans. Et en réalité, il faut réfléchir maintenant à 2050. C'est aujourd'hui le problème pour la viticulture et l'arboriculture. C'est aujourd'hui. Justement, toi, tu habites à Montpellier et je t'ai entendu dire dans un podcast que tu venais de planter des fruitiers. Alors, Montpellier, le sud-est, tu as planté quoi ? Alors j'ai planté 28 arbres, il y en a que je vais laisser crever parce que c'est mon métier, c'est étudier à partir de quand ils crèvent. Attends. Oui, d'accord. C'est un meurtrier. Enfin, démasqué. Par exemple, j'ai des quetches d'Alsace, j'ai des mirabelles de Lorraine qui, en fait, je les ai mis exprès pour étudier la dérégulation du développement avec la chaleur. Après, j'ai d'autres espèces qui sont adaptées. Clémentine, citron, mandarine, orange, pistache, nèfle, kaki, olive, etc. Oui, on va prendre un cocktail de tout ça. Ça, c'est des nouvelles espèces qui arrivent sur le territoire. En fait, tout remonte, et qui vont mieux s'en sortir. Qui vont mieux s'en sortir. En fait, il faut voir le territoire français, les terroirs, comme il faut qu'ils bougent. Il faut qu'on les adapte. C'est-à-dire que, par exemple, le pruneau d'Agen, qui a besoin d'un certain nombre d'heures de froid, il ne sera peut-être plus présent à Agen après 2060. Il remontera vers peut-être Chalon-sur-Saône ou alors vers Reims. Tandis qu'à Agen, on fera peut-être de l'abricot sec d'Agen, puisqu'il s'adaptera mieux au changement climatique. Il ne faut pas voir le changement climatique comme une source de désespoir, mais il faut essayer de tourner ça vers des opportunités, de faire changer l'agriculture française. On aura peut-être des AOC, des IGP, je ne sais pas, Clémentine de Nîmes par exemple, ou alors Kaki du Var dans l'avenir. Nos traditions, malheur. Non, et est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi avec l'hyperspécialisation? Tu prends l'exemple, je t'ai entendu prendre l'exemple de la moutarde. Oui. Alors déjà que j'ai appris que la moutarde c'était au Canada essentiellement. La moutarde de Dijon, c'est la recette de Dijon. La moutarde n'est pas faite à Dijon, elle est faite au Canada. Et d'ailleurs, parce que le Canada a un climat spécifique qui permet. C'est ça, il a un climat spécifique qui lui permet. Quand il y a eu des problématiques de moutarde, on a tous les complotistes qui sont sortis de terre et qui nous ont sorti n'importe quoi. En réalité, c'est parce qu'il y a eu une canicule à 49,6 degrés à Lytton au Canada fin juin 2000, je ne sais plus combien. Eh bien, c'est la zone de production de la moutarde un petit peu plus au nord-est. Et cette canicule a divisé la production par 2, par 3, par 4. Or, on a hyper spécialisé dans le monde cette production et c'est l'hyper spécialisation qui pose problème. Vous prenez l'olive en Espagne, 50% de l'huile du monde vient de l'Andalousie. Andalousie, en voie de désertification, problématique d'eau, arbres qui meurent, parfois les oliviers qui meurent un petit peu plus bas au Maroc. Et cette hyper spécialisation pose problème. Il faut que nos territoires soient diversifiés. En gros, je ne mets pas tous les œufs dans le même panier parce que s'il y a un événement climatique qui arrive pendant la floraison de l'olivier, tous les oliviers présents sur le territoire vont perdre des fleurs et donc perdre des olives. On espère qu'Agnès Pannier-Runacher est en train de prendre des notes également dans son ministère de l'écologie. Elle a toutes les cartes avec elle, je vous préviens. Merci beaucoup Serge pour les explications. La Dépêche du Midi a dit de toi que tu étais un personnage atypique. Et ça tombe bien, les personnages, c'est le truc de Juliette Arnaud. C'est que nous fait chialer, ça. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chialer tout le temps. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Écoutez, c'est la fin de saison, les enfants, et on va pas se tirer les cartes entre gitans, on est à sec. On est beau, hein? Enfin, je veux dire, physiquement, franchement, on claque, mais on est asséché. Alors, on a tous choisi pour nos chroniques des sujets zones de confort. Guillaume a emplâtré les climato-sceptiques pour la 250e fois consécutive de l'année. Émeric, peu importe le sujet, à un moment, il va faire discuter une patate avec un passage piéton.
Pierre-Emmanuel, oui, je sais. Pierre-Emmanuel, c'est pareil. L'essentiel, c'est de monter au 40e étage de la colère en moins d'une seconde, sans sas de décompression, avec des insultes. Non oppressives. Et moi, ma zone de confort, c'est les histoires d'amour. Et comme c'est le mois des fiertés, joyeux mois des fiertés à toutes et à tous. On va passer un peu de temps avec Maurice et Clive, avec Clémentine et Emma. Quand j'ai vu le film de James Ivory, Maurice, adapté du roman autobiographique de Forster, j'avais pas réellement entamé ma vie amoureuse. On était en 1987, j'avais 14 ans. Dans mes rêves, il y avait un prince charmant, mais il changeait de visage. Parfois, c'était Tom Cruise, parfois, c'était Jean Marais. J'étais une vraie bonne petite hétéro. Et puis ma mère un jour m'emmène au cinéma voir le film Maurice et je vois pour la première fois deux jeunes hommes dont l'amitié intense se transforme en autre chose et contre toute attente, franchement c'est ok. À un moment il y a la main de Maurice qui caresse les cheveux de Clive qui est assis par terre au pied de Maurice se retourne et l'enlace avec la maladresse d'une première fois et c'est d'autant plus ok que j'ai aucun mal à me projeter. Ils sont jeunes, ils savent pas les gestes, ils mettent pas les mots, projection instantanée même, alors que je suis censée jouer chez les hétérosexuels avec Jean Marais et Tom Cruise. Rapidement, dans le film, Maurice et Clive sont obligés de les mettre, les mots. On est en Angleterre en 1910 et ce qui se joue entre eux est appelé par un de leurs professeurs l'inqualifiable vice des Grecs. La loi en vigueur en fait un crime passible de prison. Alors Clive prend peur. Il dit à Maurice, il faut qu'on change. Maurice, spontanément, lui répond, mais un léopard peut-il changer ses tâches ? Clive insiste. Ils doivent plus être que des amis. D'ailleurs, c'est bien simple, lui, il va se marier. Alors Maurice se met à souffrir. Alors Maurice commence à consulter médecins, charlatans, avec une prière douloureuse. Je vous en prie, si c'est une maladie, guérissez-moi. Et comme l'homosexualité n'est pas une maladie, Maurice n'en guérira pas. Et la fin du film n'est pas tragique, ce qui est assez rare concernant ce type de film. Si le film il vous intéresse, sachez qu'il est en VO sous-titré sur YouTube, super gratuitement. Et puis on va sauter un siècle. L'action du film Maurice se passe en 1910, on va en 2010, année de la sortie d'une BD avec un titre enchanteur. Le bleu est une couleur chaude. Bleu comme la teinture des cheveux d'Emma, que Clémentine croise dans la rue. Emma la croise. Elle est enlacée avec une fille. Clémentine, elle marche seule, leurs regards s'entremêlent. La première fois de Clémentine et d'Emma se produit dans un rêve érotique de Clémentine. Et ça la chahute. Mais elle dit, je suis une fille. Et une fille, ça sort avec des garçons. Pourtant va naître une amitié qui deviendra de l'amour, avec une première fois dans la réalité. Chance que je n'ai pas eue avec Tom et Jean, pour des raisons que je ne m'explique pas. Un siècle est passé, en 2010, l'homosexualité n'est plus un crime au regard de la loi, mais aimer Emma, pour Clémentine, est un parcours de la combattante. Amis, parents, projection de soi dans une société hétéronormée. Le bleu est une couleur chaude a été écrite et dessinée par Julie Marot, aujourd'hui Jules Marot, et elle a été adaptée au cinéma. Le film s'appelle La vie d'Adèle, adapté par un homme hétérosexuel. Y ai-je retrouvé le charme et la perspective de la BD ? Non. Trouvais-je dès lors qu'on parle plus du film que de la BD ? Trouvais-je dommage dès lors qu'on parle plus du film que de la BD ? Oui. Fun fact, Maurice est également une adaptation de l'écrit à l'image, mais fidèle et respectueuse. On notera alors, pensivement peut-être, que James Ivory est homosexuel, comme l'était Forster, qui n'a pas pu publier ce livre-là que de façon posthume. Pour finir, rien à voir, mais veillez s'il vous plaît à préciser sur ma pierre tombale, Jean, Tom, je suis là. Juliette Arnaud, merci beaucoup Juliette. On peut retrouver en podcast, en vidéo, sur toutes les applis. Peut-être que Jean et Tom vont se repartager cette chronique. J'en profite pour vous conseiller l'excellente interview de Rima Hassan par Asdin Ahmed Chaouch et Sego Raffetin. Vous la retrouvez dans la matinale de Nova demain. Si vous êtes Caroline Fourest ou Raphaël Enthoven, mouillez-vous un petit peu la nuque avant. Serge Zaka est toujours avec nous. Petite question au passage, qu'est-ce que tu aimerais écouter comme musique maintenant ? La BO Twister, je sais pas si vous l'avez. Ah, alors là, Juliette, ça tombe hyper bien. C'est nul ce film. On va en parler. Twister, c'est Michael Crichton. C'est vrai, c'est Michael Crichton. Comme quoi, cette émission est tellement cohérente. C'est hallucinant. C'est impressionnant. Et c'est pour ça qu'on va écouter la chanteuse Lorde. Mais si, elle est néo-zélandaise, il doit bien y avoir des ouragans là-bas. Avec un single Pourquoi tout t'as neuf. fait l'accent ch'ti ? C'est vrai que c'était déplacé. C'était oppressif. Et
je le retire. Avec un single tout neuf Pas de soucis, intitulé... Biloute. Avec un single tout neuf intitulé What Was That? Lord, qui récemment interrogé sur son identité de genre, a répondu, je la cite, je suis une femme, sauf les jours où je suis un homme. Je prends. Vous êtes toujours sur Radio Nova. Vous venez d'entendre Aymeric Lompré qui apprend des nouvelles insultes. Juliette Arnaud est avec nous. Pierre-Emmanuel Barré est là. Notre invité, l'agro-climatologue Serge Zaka. Et c'est le moment de la séquence l'invité de l'invité. Toutes les semaines, vous le savez, notre invité nous présente quelqu'un ou quelqu'une. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir bien fort Henri Buffetot qui est avec nous. Salut Henri. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, selon mes renseignements, tu es l'ami de Serge depuis 20 ans. Oui, déjà 20 ans. Déjà 20 ans. Et tu es également à Infoclimat, donc on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est voilà, le réseau de passionnés de météo et de climat. Voilà, comme son nom l'indique. Mais là où ça va nous intriguer, c'est que tu es, tout comme Serge, un chasseur d'orage. Et un chasseur d'orage heureux. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est un chasseur d'orage ? Alors, chasseur d'orage, c'est une espèce un peu étonnante. Si un jour, partant d'orage, vous êtes sur un bord de route et vous voyez 3 mecs, 3 trépieds, 3 appareils photo au bord d'un champ, vous êtes sûr que vous avez des chasseurs d'orage qui photographient le ciel. Donc c'est une activité qui est absolument passionnante, qui consiste à traquer, à saisir la foudre et tous les phénomènes orageux associés aux orages, justement. Donc très concrètement, vous surveillez, je sais pas, les flux, les masses d'air, etc. En fait, c'est une activité qui demande un peu de discipline, qui déjà consiste à faire de la prévision météo, donc avoir quelques connaissances en climatologie, en prévision, et ensuite, au fur et à mesure que l'échéance orageuse approche, on fait notre propre prévision et on peut déterminer un endroit où les orages auront le plus de chances d'éclater. Et ensuite, on part seul ou entre copains pour vraiment saisir, sentir le rythme de la chasse, de l'orage, et photographier, filmer les phénomènes impressionnants que recèlent ces monstres atmosphériques. Et comment ça t'est venu, comment ça vous est venu, à vous deux, cette passion qui est quand même pas très très commune? Moi, je me souviens que c'était une peur d'enfance. Je pense. Ah, t'avais peur quand t'étais gamin? Ouais, vraiment. Ouais. C'est mon premier souvenir quand j'étais tout petit, et j'ai même réussi, grâce aux archives météo, à retrouver la date très précise de cet événement. C'était le 22 août 1989. J'avais 2 ans et demi. Et alors, j'ai plus de souvenirs très précis, mais j'ai des sensations qui m'ont marqué au fer rouge, et d'un orage dans la maison familiale en Vendée, et qui a vraiment tout ravagé le matin. Donc c'était des sensations, des odeurs, le son du tonnerre, la nuit qui arrive à 10h du matin. Et ce qui est incroyable, c'est que cette peur d'enfant s'est transformée peu à peu en fascination. Et cette fascination, un jour, je me suis dit, je vais photographier. Donc je suis devenu chasseur d'orage comme ça, et j'ai fait de la photographie mon métier. Donc ce qui est assez amusant, c'est de voir que toutes ces fascinations, que ce soit Serge ou tous les autres amis avec lesquels nous chassons, c'est un peu ce marquage au fer rouge qui a déterminé peu à peu ce que seraient nos vies. Alors j'ai une question un peu con, mais ça ne sera pas la première et pas la dernière. C'est quoi un orage? Oh, c'est con là. Comment ça se forme? Qu'est-ce que c'est exactement comme phénomène climatique? Alors un orage, en fait, c'est toujours lié à un nuage, et le nuage, c'est le cumulonimbus. Cumulonimbus, c'est vraiment le roi des nuages. Vous pouvez le reconnaître assez facilement. Il a une forme d'enclume, c'est-à-dire qu'il y a tout un système. Il est mu par des courants atmosphériques très puissants, verticaux, donc des courants ascendants, des courants descendants. Ça a formé cet énorme orage, cet énorme nuage qui peut faire jusqu'à 12, 15, voire 18 km de hauteur sous les tropiques. Et la friction de toutes les particules va engendrer des phénomènes électrostatiques. Et la nature ayant horreur du vide, cet déséquilibre va se résoudre par une décharge électrique. Donc le nuage se charge en électricité, en fait, vraiment, sous l'action des courants ascendants et descendants. Donc il faut savoir que dans l'atmosphère, il y a plein de microparticules, de poussière, sur lesquelles s'agglomèrent de la glace, des graupels, de la pluie. Et tout ça, c'est une espèce de gigantesque machine à laver qui va charger vraiment le nuage électrique, donc le cumulonimbus, et qui va donner ces phénomènes orageux. Et alors j'ai une deuxième question, peut-être pas très maligne non plus, mais est-ce que c'est pas dangereux comme activité? Alors, est-ce que c'est dangereux? Oui et non. En fait, c'est-à-dire que maintenant, avec l'expérience, avec Serge, ça fait à peu près 20 ans que nous courons les routes à la poursuite des orages. On a cette expérience qui permet de... Ce qu'on ne voit pas à la radio, c'est que vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez d'orage. Ouais, c'est vraiment... non, mais je trouve ça assez génial. Non, c'est la passion qui parle avant tout. Mais où en étais-je? Est-ce que c'est pas dangereux? C'était ma question. C'est ça. Est-ce que c'est pas dangereux? En fait, nos connaissances maintenant nous permettent de lire le ciel comme on lirait dans un livre. C'est vrai que chaque nuage, aucun n'est là par hasard, donc on peut déterminer avec une relative sûreté
quels seront les phénomènes. Oui, vous ne vous placez pas en dessous non plus. Enfin, alors après, il y a un petit rite initiatique, il faut se mettre tout nu avec une fourchette. Au lieu, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille. Voilà, ça c'est les bons conseils. Il l'a déjà fait, je précise. Il l'a déjà fait. Non, en fait, il y a toujours une part de risque, en fait. Et ce qui est le plus impressionnant n'est pas forcément le plus dangereux. C'est-à-dire que la foudre, c'est un phénomène impressionnant, mais il y a des phénomènes beaucoup plus sournois, des rafales de vent, des grêlons géants. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans des logiques de changement climatique. Et on se posait des questions sur nos forums passionnés de savoir si les phénomènes façon États-Unis, notamment avec des rencontres supercellulaires, ne sont pas de plus en plus fréquentes sur nos latitudes. Qu'est-ce que tu appelles des rencontres supercellulaires? Alors, parce que là, comme ça fait vraiment flipper. Alors, en fait, on est là-bas, ça passe. J'ai bien senti qu'il y a un petit frisson dans le public, donc quand je suis là, Alors, en fait, on peut classer les orages selon leur force, leur nature, leur forme. Et il se trouve qu'aux États-Unis, les orages qui engendrent les tornades sont appelés les supercellules parce qu'ils sont animés par un grand mouvement rotatif, vraiment qui strie le ciel. C'est absolument impressionnant. Il y a une organisation très particulière. Et qui donne des tornades. Et c'est ces orages qui donnent des tornades. Et nous remarquons qu'en France, les intersaisons, notamment mai, juin, des phénomènes de ces orages qui sont un peu hors normes se rencontrent de plus en plus fréquemment sous la latitude. D'accord, une accélération de la fréquence. Exactement. Juliette? Moi aussi, j'ai une question débile. Est-ce que ça existe, les chasseurs et les chasseuses d'arc-en-ciel? Mais pourquoi pas? On a des personnes qui aiment bien prendre des paysages en photo. Ils prennent les paysages en photo, ils vont pas forcément les chasser, les arcs-en-ciel. Alors il y a des trucs complètement délirants. Vous avez des chasseurs de tempêtes de neige, des chasseurs de tempêtes au bord de la mer. C'est pour ça que je pensais à une ou des photographes de bruine aussi, ça existe. Enfin, en Bretagne, on a beaucoup de gens qui aiment bien la bruine. Donc, chasseur de bruine, c'est hyper poétique. C'est pas un film d'action. Non. Faut être un peu contemplatif. Mais c'est bien aussi les films, pas d'action en fait. Il y aurait des chasseuses, tout ça. Et en réalité, pour les arcs-en-ciel, oui, il y a. Pardon Serge, je te disais quoi? Pour les arcs-en-ciel, oui, il y a des personnes qui aiment bien prendre de beaux paysages avec des contrastes au printemps, du vert un peu clair pour le blé et tout ça, et un arc-en-ciel. Et moi, je te renvoie une question. Est-ce que tu sais qu'il y a des arcs-en-ciel la nuit également? Les arcs-en-ciel. On appelle ça dis oui. Non, tu peux nous expliquer rapidement parce qu'après on doit enchaîner. Parce qu'en fait, la réflexion du soleil sur la lune renvoie de la lumière, et quand il y a des pleines lunes et qu'on chasse l'orage, on a un arc-en-ciel blanc qui se forme à l'œil, et on a des photos avec de la foudre et un arc-en-ciel blanc. C'est les moonbows, vous regarderez sur internet. Allez, merci beaucoup. On a créé l'évocation. Henri Buffetot, qu'on peut applaudir bien fort. Merci Henri d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir fait voyager et rêver. Attention maintenant, protégez-vous car la foudre du marketing s'apprête à s'abattre sur vous. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Serge Zaka est toujours avec nous jusqu'à 20h. Il est 19h48 et il est l'heure d'accueillir celui qui a déclaré dans l'UMA qu'il se voyait comme appartenir au dernier village d'irréductibles dans Astérix. Il pourrait donc s'appeler Hakim Omirix. Salut les gens! Salut! Alors apparemment je suis trop radical avec mes chroniques et la riposte. Du coup, pour recentrer mon image, aujourd'hui je vais vous parler de cinéma. Ouais, il y a quelques semaines j'ai appris qu'un biopic sur l'histoire incroyable d'une avocate anticoloniale et féministe était en cours. Et je me suis dit, ça c'est mon cinoche. Cerise sur le gâteau, elle est juive et tunisienne. Vous l'avez compris, c'est un film sur l'extraordinaire Gisèle Halimi. Et son rôle va être interprété par Charlotte Gainsbourg. J'aurais voulu l'écrire en vanne, j'aurais pas pensé à Charlotte Gainsbourg. Il y a eu tout un buzz, un bad buzz pour la petite sirène métisse alors qu'elle n'existe pas. Ils sont quoi tes parents? Guadeloupéens et dauphins? Non. Et eux ils étaient là, mais c'est pas possible. Là, on a une femme bien réelle. Elle est juive tunisienne, ils prennent Charlotte Gainsbourg. Après, des femmes séfarades ou maghrébines qui auraient pu jouer le rôle, c'est pas comme s'il y en avait. Je veux dire, Géraldine Nakache, Camélia Jordana, Léla Becti. Moi, je veux pas toutes les faire parce qu'ils ont pris Charlotte Gainsbourg, dont les parents sont anglais et russes. Ah bah c'est bon. Ah oui, vu que la Russie, c'est au Maghreb. Si, vu qu'on traite les Russes comme des Arabes, ça doit être la même chose. D'ailleurs, on voit souvent « Ah, t'es russe ?»
Ah, parce que t'as vraiment une tête de Tunisien. On l'entend souvent, ça, non? Si, on l'entend aussi souvent que ce politicien vient de prendre 15 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics. C'est à peu près à la même fréquence qu'on entend ces phrases. Après, ça fait des siècles que Jésus est joué par un blanc au brushing parfait, alors que normalement, il a les cheveux crépus. À quoi je m'attendais? Non mais sérieusement, je suis le seul à voir que Charlotte Gainsbourg, elle a pas une tête de Tunisienne, vu qu'elle a une tête de Serge Gainsbourg. Si, elle a une tête de quelqu'un qui s'est réveillé en retard, mais toute sa vie. Elle a une tête de merde. Bon, tant pis, je prends pas de douche. Je la prendrai ce soir. Voilà, c'est. Alors normalement, quand tu fais une chronique de gauche, t'es pas censé tailler le physique, mais là c'est une chronique de cinéma, donc ça n'a rien à voir. Excusez-moi d'aimer le cinoche. En cherchant d'autres informations sur le film, j'ai découvert qu'il y a un deuxième film qui est fait sur Gisèle Halimi. Et là, je me suis dit, bon, bah c'est bon, ils ont pris Alice Belaïdi, Afsia Herzi ou Lina Koudry. Virginie Efira. Je crois que c'est Gisèle Surimi en fait, parce que là, c'est pas possible. Ils savent à quoi elle ressemble, la meuf? C'est des films audio là. Moi j'avais entendu parler de casting à l'aveugle, je savais pas que c'était fait par des aveugles en vrai. Les interviews sur le film, elles vont être géniales. Virginie, Charlotte, comment vous avez préparé le rôle? Alors moi, beaucoup de points soleil et un peu de couscous. Pareil, avec de l'huile d'olive. Alors que ce soit bien clair, je remets pas en cause les talents de comédienne des deux femmes, mais tu peux jouer extrêmement bien la comédie pour être proche de Gisèle. Tu peux faire appel à du maquillage poussé pour faire oublier les origines, c'est possible. Ou sinon, tu peux prendre une comédienne qui a les mêmes origines que le personnage. C'est possible aussi, hein. Non, mais je le dis parce que peut-être ils y ont pas pensé, c'est pour ça. Ça se trouve, si Gisèle Halimi, elle avait passé le casting, il lui aurait dit non, vous êtes trop typé en fait. Ça colle pas. Ça me rappelle l'histoire de Timothée Chalamet qui s'est présenté à un concours de sosie de Timothée Chalamet et qui est arrivé 3e. Sauf que là, devant lui, on aurait Danny Boone et Coé, en fait. Après, un film français avec une femme tunisienne qui réussit et qui met à l'amende des hommes blancs, c'est normal qu'ils prennent pas une arabe. Bah oui, parce que, excusez-moi, mais Intouchable, histoire vraie et positive, ils ont pas pris un arabe. L'Ascension, histoire vraie et positive, ils ont pas pris un arabe. Est-ce qu'on n'essaierait pas de nous cantonner à des représentations de merde? Je pose la question, hein. Je vous préviens, hein. S'ils prennent Ahmed Silla pour jouer Zizou, je vais péter un câble, en fait. Vous êtes prévenus, hein. Et maintenant que Gisèle Halimi, elle est blanche, est-ce qu'on pourrait pas la faire rentrer au Panthéon? Hein? Merci. On est d'accord que si j'arrêtais ma chronique là, on était bien. J'avais mon propos, une conclusion et tout. Sauf que je dois être honnête avec vous. J'ai appris cette semaine qu'il y avait un film qui se montait sur Yves Montand. Et pour jouer Yves Montand, ils ont pris Roche Dizem. Putain! Donc en fait, dans le cinéma, on fait n'importe quoi, c'est ça? Non mais j'attends le film sur Général de Gaulle avec Jamel Debbouze. Michael Jordan joué par Elie Moon. Jeanne d'Arc jouée par Emmerich, c'est ça que vous voulez? Oui, c'est ça que vous voulez en vrai, c'est ça que vous voulez. J'avoue. Même moi, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir comme ça, les racistes, ils vont dire Jeanne d'Arc, au secours! Putain, j'ai encore fait une chronique engagée, ça pue la merde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Hakim Omiri, qu'on retrouve sur Radio Nova dans la riposte tous les jours. L'intégrale en vidéo le mardi sur YouTube. Et en spectacle à la rentrée à Paris au Théâtre des Mathurins. Et en tournée, toutes les infos sur ton compte Instagram. Hakim sans H. Voilà, tout à fait. Parce que je fume pas. Tout à fait. Rien à voir. Il y a une. Ouais. On va pas fact-checker cette information. On est toujours avec Serge Jacquat, notre agro-climatologue préféré, puisqu'on va pas te mentir, on en connaît vraiment un seul, et c'est toi. Et je voudrais revenir quelques minutes sur la sortie de ton livre qui s'appelle Orage sur le climat et qui regroupe toutes tes passions, puisqu'elles sont dans le titre, les orages, on en a parlé, et le climat. Je tiens à signaler qu'il y a des super photos
dedans et t'as quand même gagné le titre. Alors, est-ce que c'est un titre comme ça, un peu présomptueux, je ne sais pas d'où il vient. Plus belle photo du monde. Exactement. Qui t'a décerné ce titre-là? Alors c'est la Royal Meteorological Society, une société anglaise en météorologie, et AccuWeather, c'est la plus grosse société de météorologie du monde. Tous les ans, ils organisent un concours mondial des photos de paysages. Non, c'est pas une photo de Serge. Okay. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas bien précisé. Ah bon, comment il a fait D'accord. C'est pas un selfie. C'est une photo d'orage. Ok. Et au final, ils organisent un concours. Oui. Et il y a un concours avec plein de, dans le monde entier, des gens qui. Ils se foutent de ma gueule. Ouais. Je me suis dit, il a fait un selfie incroyable et il a eu. Après, je me suis dit, la météo qui le. Ouais, d'accord. Non, frapper au visage. C'est pas ton émission, Hakim. En même temps, Serge, si tu vas sur CNews, ça sera pire. Hein. Oui, tu te feras encore plus couper la parole sur CNews. Hein. Ah oui. Là, on te faisait un petit Ouais, entraînement. en fait, on te chauffe. Non, mais donc non, attends, parce que ça m'intéresse premier degré, moi, cette histoire. Donc, il y a un jury qui se réunit et avec des passionnés du monde entier. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette photo? Alors, c'est un orage isolé. Alors, c'est un orage seul. Avec les étoiles, la pleine lune qui l'éclaire, donc on voit l'intégralité du nuage. Il y a un éclair extra nuageux, c'est un éclair qui sort du haut du nuage et qui vient taper en dehors de l'orage. C'est plus dangereux parce qu'il ne pleut pas quand il tape. Et on voit le rideau de pluie, la mer Méditerranée, Cannes, parce que c'est pris à Cannes. Classe. Et donc, ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est la première fois et la seule fois, parce que la photo a été prise en France par des Français, enfin Libanais en France, mais ils ne le savaient pas à l'époque. Ils m'ont contacté et je suis passé sur CNews. Allez, voilà, on y vient. Et juste, rapidement, je signale que ton livre, il revient aussi sur ton parcours, sur voilà, tes passions et tes envies, les difficultés, etc., etc. Et tu commences par parler du Liban. Quel lien t'as encore avec ce pays qui t'a vu naître? J'ai toute ma famille qui est là-bas. Ouais. Il y a mes parents et mon frère qui sont en France. J'ai encore mes grands-parents. Et est-ce que tu y retournes régulièrement? Je ne veux pas y retourner vu les circonstances actuelles. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est compliqué. Et aussi, tu expliques que tu essaies de prendre moins l'avion. Oui, j'essaie de prendre moins l'avion. Après, quand il s'agit d'un décès ou, enfin, mon grand-père devait mourir il y a 5 ans, il n'est pas mort. J'ai pris l'avion pour rien, quoi. Mais salaud. Ça fait 3 fois qu'il nous fait le coup. C'est des bonnes vacances, hein. Bon, il comprend pas le français, donc ça va, heureusement. Ouais, j'allais dire on l'embrasse, mais... Et donc je vais y retourner une deuxième fois quand il sera mort, quoi. Donc je prendrai l'avion. Bon, on embrasse en tout cas tous les Libanais, toutes les Libanaises. Je préfère rire sur ce écoutent. sujet que me lamenter de mon sort face à ce qui se passe dans mes pays voisins. Merci beaucoup en tout cas Serge, et on embrasse tous les gens qui nous écoutent sur place. On est vachement écoutés au Liban. J'ai appris ça cette semaine. Je sais pas si c'est vrai, mais on me l'a dit. Il y a plein de Libanais ici aussi, j'ai l'impression. Et il y a beaucoup de Libanais en France. Merci beaucoup pour ça. Merci. T'es prêt pour CNews? J'ai dit qu'il y en avait. J'ai dit qu'il y en avait trop. J'ai pas dit qu'il y en avait trop. Non, mais on va isoler la phrase, tu vois, ça va bien. Avec un mauvais sous-titre et tout. Tiens, puisque Émeric Lompré a pris la parole et puisqu'on a parlé de choses magnifiques, des orages, de la beauté, de la magie, beauté et magie. Beauté et magie. Ah ouais, c'est moi. Oui, beauté et magie. Voilà. C'est plus qu'une chronique, c'est une analyse de l'actualité, sans concession, doublée d'un choc esthétique. C'est Émeric Lompré, messieurs dames. Allez, l'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas quelqu'un qui attend. Merci, c'était Émeric Lompré. On se retrouve. Non, pardon. Ouais, ça, pardon. Et plus que 2 émissions là, c'est bon. De toute façon, on est tous au bout du rouleau. On a invité un chasseur d'orage, les gars. Putain. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je suis pêcheur de pluie. Meurs. Allez, moi, dans 2 émissions, c'est ciao, les gars. Vous me voyez plus. Hein. Je vais dépenser tout mon fric à Copacabana ou à San Francisco et boire des petits cocktails comme ça. Après, il y a quelqu'un qui va venir me voir en me disant: c'est vous qui avez réservé la banane gonflable tractée pour toute la journée? Oh ouais. C'est bien moi. Bon, puisqu'on parle d'argent, allez, le patrimoine des ministres est sorti. Tous les ans, ils donnent leur patrimoine. Enfin, ils donnent le chiffre, hein, ils sont pas là. Qui va un bateau? Non, ils donnent le montant du patrimoine, quoi. Alors c'est pas de leur propre chef. Il n'y a pas un jour un ministre qui a dit: attendez les gars, et si on disait aux Français qu'on est blindés au max? Et comme ça, après, ils sont deg, ils sont jaloux comme des poux. Hervé, lâche vert, tu dis n'importe quoi. C'est une patate qui passe. Non, en fait, c'est... Là, les gens dans la vidéo, ils sont là. Putain, il va falloir tout écouter. Non, c'est depuis l'affaire Cahuzac. Je m'en fous, mon spectacle est complet. Non.
Non mais en fait c'est depuis l'affaire Cahuzac, voilà, ils sont obligés de nous dire qu'ils sont blindés quoi. Ils sont là, après on n'est pas surpris, hein. On n'est pas là. Ah bon, Méline Montchalin, elle n'a pas de caravane. Oh, Alors là cette année ils sont 12 fois plus riches que nous, les ministres. Alors que nous, enfin que vous quoi, parce que nous, faut nous voir en réunion, on est là. Et on n'oublie pas de mal s'habiller dimanche pour faire croire qu'on est comme eux. Hein. 22 ministres sur 36 sont millionnaires. Alors les deux numéros 1 c'est le ministre de l'Industrie avec 23 millions et le 2 c'est l'économie avec 21 millions. Voilà. Après je me dis c'est quand même plutôt bon signe quoi. Ouais, ça veut dire qu'ils sont forts en industrie et en économie. C'est cohérent quoi. Parce que si le ministre de l'économie il avait 3 € et 2 Ricola, je serais là bon. C'est comme si j'étais ministre des Sports et de la Santé. Les gens ils seraient là. Bah lui d'abord non. Alors le problème c'est que ça marche pas avec tous les ministres, hein, parce que François Bayrou par exemple, lui il est Premier ministre. Mais ça se voit qu'il n'y a pas une tête de premier quoi. Tu sais, il a une tête à aimer le cerf-volant quoi, je te jure. Non mais c'est pas méchant, mais imagine t'es dans un avion et t'entends c'est François Bayrou qui pilote. Oh putain, je vais prendre le train, c'est plus écolo. Bah tiens, Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'écologie. Bon, ça marche pas, tu vois, ça marche pas. Agnès Pannier-Runacher, ça marche à la limite ministre de Versailles ou des pergolans en dauphin, mais pas. Valls. Là, c'était juste pour dire Valls. C'est rigolo de dire, faites-le chez vous quand l'ambiance est morose. Valls. Je sais pas pourquoi je l'ai fait avec l'accent allemand, mais en plus. Non. Le dernier du classement, c'est Darmanin. Nul. T'es un loser, Gérald, t'es un loser. Les autres milices, ils sont là. Regardez, Gérald, il a apporté des cacahuètes top budget. Il est nul. T'es un gros nul. Personne t'aime, Gérald. Personne t'aime. Là, c'est un petit plaisir personnel que je fais. T'es un nul. Non mais imagine, t'es dans le train, t'entends, c'est Gérald qui pilote. Putain, j'y vais en covoite. Après, je trouve qu'on ne peut que saluer l'effort de transparence de la part de nos dirigeants. Ça, c'est vrai. Et je pense que nous, à la dernière, on devrait faire la même chose. Voilà. Divulguer le patrimoine. Non, c'est vrai. Donc, je vais le faire. Alors, on va aller du plus petit au plus grand. Alors, moi, 3 € et 2 Ricola. C'est scandaleux. Escroc. Non, mais je suis payé pareil, mais c'est parce qu'après, je picole. Et je me réveille, il y a plein de tickets de carte bleue comme ça. Juliette, un patrimoine de 12 380 €, composé de 7 850 livres, un marque-page dédicacé par Olivier Faure et une chatte. Pierrot, 18... L'animal. Ouais. Kiki. Sinon, moi, j'aurais dit des cartes bleues et une bite. Mais Oui, non, ouais. Je sais pas pourquoi je fais de l'impro. Non. Allez, on continue. Pierrot, 18 millions d'euros. Je te jure. Et blindax. 12 tableaux de Ramberan. Par Rembrandt. Ramberan, c'est son voisin. Un taser, il a également un taser à corse, un piège à hippies, un arc à chasseur. Et autres outils pour se défendre en cas d'attaque de zombies. Parce que personne ne le sait, mais Pierre, faut savoir que c'est un survivaliste. Je te jure. Je le dis, en cas d'effondrement, RDV chez Pierre. Le mot de passe, c'est Macron. Guillaume. Ah là. 546 milliards. 540. Après, il faut savoir que Guillaume, il a rien acheté depuis 97, quoi. Donc tu vas chez lui, c'est un enfer. Tu sais, il a. Hey, tu veux regarder la dernière VHS de Die Hard Trilogy? Après, tu vas voir, tu vas super bien dormir sur cette chauffeuse. Et demain matin, qui c'est qui va se régaler en maigrissant grâce à mon grille-pain à pédale? Aux toilettes, t'es là. Comment c'est celui, Guillaume? Prends un de mes bouquins. Et imagine, t'es en covoite, c'est Guillaume qui conduit. Putain! Bon, bah, je vais marcher. Merci de m'avoir écouté. Merci quand même, Émeric Lomprey, qu'on retrouve en tournée, même s'il est blindé. Allez le voir dans toute la France, avec YOLO. Serge Zaka est toujours avec nous. On a parlé agroclimatologie pendant 2 heures et c'était passionnant, mais reste encore avec nous quelques secondes. On a quelques petites dernières questions à te poser. Pierre-Emmanuel. Oui, Serge, quand il y a un danger, les marmottes guetteuses crient et toutes les marmottes rentrent se cacher. Dans l'espèce humaine, quand il y a un danger, les scientifiques crient « On va tous mourir » et les gens continuent à prendre leur scénic pour aller chercher dans leur boîte aux lettres l'iPhone 18 commandé sur Amazon, acheminé par porte-container diesel depuis la Chine. Est-ce qu'on doit en conclure qu'on est plus con que les marmottes? J'en conclus qu'on va tous mourir. Voilà. Impeccable. Et bonne journée. Voilà, bonne journée quand même. Émeric.
Bah, une question. Ouais. Si on veut faire pousser du cannabis, est-ce que c'est mieux en hydro intérieur ou extérieur? C'est pour un ami. Ça, il faut demander au Hezbollah au Liban. Ils en ont plein. Ah bon? Ouais. Ok, Bah, je sais pas s'ils nous écoutent. On les réécrira un mail. Ils ont un peu de mal avec leur téléphone, par exemple. Juliette, tiens. Serge, si un de tes enfants veut devenir agriculteur, est-ce que tu lui réponds youpi ou ouais, alors en fait. Ah, ça c'est une bonne question. Parce que celle sur l'hydro, c'était... Enfin une bonne question. Orage et malheur. Qu'est-ce qu'il est agressif, c'est pas Ils sont tarés. Hein. Ah, moi je dirais plus qu'ils sont sales, mais bon. Je lui dirais oui, mais innove mon fils. Ne fais pas la même chose que ton père, mais en même temps, son père il faisait pas grand chose, mais en agriculture, ne fais pas la même chose que ce que on faisait à l'époque. Va me créer une nouvelle filière, une nouvelle espèce, quelque chose de nouveau qui soit adapté au changement climatique, innove. Donc pourquoi pas? Et d'ailleurs, pas que mon fils, mais j'invite la plupart des jeunes, on en a besoin en agriculture. Il va falloir qu'on renouvelle les générations d'agriculteurs et c'est très important de se pencher sur ce sujet. Il y a des enfants dans la salle, donc allez au boulot. Hein. Allez Léonard. Au boulot les gamins. Serge, quelle est la plus grosse catastrophe pour le Liban? L'explosion du port, au port de Beyrouth ou Léa Salamé? C'est une question. On a le droit de poser des questions dans ce pays ou c'est comment? Quelle époque? Aïe aïe aïe. T'as le droit. Oh. T'as le droit à un joker. J'ai envie de dire Léa Salamé. Voilà, bah, c'est très bien. Il n'a pas pris son joker. C'est de la liberté d'expression avant tout. Pierre, t'as encore une question? Oui, à cause de la montée des eaux, 20 000 îles pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour l'île de Ré et Noirmoutier, puisque pour une fois, leur pull saumon et leurs chaussures bateau vont leur servir à quelque chose? Wow, c'est quoi cette question? T'as pas utilisé ton joker, réponds oui. L'utiliser là. Ouais, tu peux répondre. C'est barré, il est complètement... il est fou. J'ai envie de dire, ce serait dommage, il y a de beaux orages à l'île de Ré, on en fait souvent avec Henri d'ailleurs, des orages à l'île de Ré. Bon après, qu'ils soient au sud de l'île de Ré ou dans la mer, on va dire c'est pareil. Hein. Allez Émeric, dernière question. Oui, moi je veux juste savoir quel est ton nom sur Instagram, parce que j'ai envie de te suivre. Serge Zaka, Z-A-K-A, et d'ailleurs je suis présent sur LinkedIn, Twitter, X, n'y allez pas, Facebook, Blue Sky, si vous voulez y aller également. Parfait. Et voilà, un peu partout. Merci Serge. Merci. Abonnez-vous au compte de Serge Zaka, donnez-lui de la force. On conseille évidemment ton livre Orage sur le climat chez HarperCollins. Merci d'avoir été avec nous pendant 2 heures, c'était passionnant. Merci également à ton invité, Henri Buffeteau, qui était avec nous, Albert Moukébert, Florence Mendez, Hakim Omiri. Merci les amis. Merci à toute l'équipe de l'Européen, Seb, Vincent, Lindsay, Julia, Nel, toutes les équipes techniques de Radio Nova, Frédéric Antelme qu'on embrasse, Malo à la réalisation, Corto, Paul à la technique depuis les studios. Merci à Loris également et à Mano pour la prod, Colline, Élise, Ninon, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, Christian pour la programmation musicale, les équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban, Adrien, Ramzi Assadi, notre rédacteur en chef, un triomphe pour Ramzi Assadi, et Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et bien entendu Guillaume Meurice. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien, gardez le moral et vivement la dernière. La dernière.